Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Shubham Sharma. Vous le connaissez peut-être pas si vous ne passez pas forcément vos journées sur LinkedIn, ou si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'êtes pas un professionnel du marketing, ou en tout cas intéressé par ces sujets. Mais Shubham est absolument une référence sur ces domaines. Donc voilà, je suis vraiment content parce que c'est le premier créateur de contenu de cet univers-là qui vient à mon micro. Donc ça va être super intéressant aussi de découvrir ses coulisses. Salut Shubham. Salut, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. C'est un monde, si tu veux, qui m'intéresse, qui m'anime et dans lequel je vis tous les jours, les créateurs de contenu. Donc, je suis vraiment honoré et content de faire partie de cet épisode et j'espère que les échanges vont être vraiment très cool. En tout cas, j'ai hâte. Eh oui, je suis sûr que oui. Bon, comment ça va? T'es bien installé? Parfaitement bien, toujours au taquet. J'ai le café, j'ai le micro, tout est au top. Je me sens dans mon élément. Parce qu'on se parle, il est 9h, allez 9h20, donc du matin. Donc excusez-nous si parfois on bafouille, on bégaye. Voilà, c'est le matin. Je te laisse te présenter peut-être. Ouais, carrément. Bah écoute, moi, donc Shubham Sharma, mon prénom c'est Shubham et pour vous, un moyen très mémotechnique pour vous en souvenir, vous pensez à un chou qui tombe et qui fait bam, au moins vous êtes sûr de pas vous tromper. Moi j'ai un passé de développeur ingénieur, j'ai toujours codé, j'ai toujours fait du freelance justement Mhm. pour gagner ma vie en faisant des sites web, des applis mobiles, des choses comme ça, jusqu'à un moment où je suis passé de l'autre Tu côté as de la quel âge, force. Shubham? J'ai 30 ans aujourd'hui. Ok. Mais si tu veux, j'ai commencé à faire du freelance il y a 10 ans, même plus, il y a quasiment 12 ans quand j'étais au lycée en fait. Et je commençais à Mhm. m'amuser sur des CMS comme Joomla, WordPress à l'époque, c'était les balbutiements de WordPress. Et donc j'étais le Et, type qui créait des sites web, qui créait des applis mobiles, etc. et qui étaient tes clients du coup? Parce qu'à 20 ans, on n'a pas vraiment de réseau, pas de carnet d'adresse. Alors, Comment tu faisais? Alors j'avais beaucoup de chance en fait. Avant de faire ça, je réparais déjà pas mal d'ordi parce que j'étais Ah ouais, le type qui je était connais un peu ça. le crack dans dans tout ça. Et j'avais tous les gens qui habitaient dans mon quartier qui savaient que c'était moi un peu Hmm. le génie de l'informatique. Bon, je m'en suis très vite rendu compte en allant en école d'informatique que j'étais clairement pas un génie, mais c'est juste que voilà, j'étais seul. Passionné. Et donc ouais, mon tout premier client, c'était un quelqu'un qui se présentait aux élections de Stein, une mairie dans le 93, et il m'avait Ouais, demandé de ouais. faire un site web. Et à l'époque, j'avais aucune connaissance, et j'ai tout simplement tapé comment faire un site web en HTML. C'était le seul mot-clé que je connaissais. Ouais. Et en fait, on peut tout apprendre sur Google. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma carrière dans le monde du web, dans le monde de la tech. Et Après, il y a petit, 10 ans, pardon, je te coupe, mais vas-y, déjà, vas-y. il y a 10 ans, il y avait déjà WordPress, il y avait déjà des CMS qui étaient assez accessibles. Donc, c'est vrai que avec un peu de curiosité, de débrouille et de do it yourself, on arrivait déjà à faire des choses assez intéressantes. Ouais, clairement. Sauf que c'était moins visible. Si tu veux, il y avait moins 40 000 tutos sur WordPress. Il y avait Ouais. il y avait beaucoup moins de vidéos. Avant, c'était le site du zéro, qui est un site extrêmement connu, qui a Mm, animé, je mm, pense, beaucoup de développeurs complètement. de mon âge. Et en fait, j'avais à l'époque du coup appris le PHP. C'était un des langages qui était compliqué, Tout mais seul? qui permettait de faire tout seul. Sur Internet, c'était de façon enfin, j'avais tout appris tout seul jusque-là. Et avant ça, je faisais même un petit business de PSP dans lequel bon, c'était clairement illégal, hein, mais je venais craquer les PSP des gens. Les PSP, c'est les PlayStation Ah, je me portables. rappelle. Et Oui, tout j'avais à trouvé fait. un tuto hyper cool écrit sur un forum qu'on pouvait faire ça. Et du coup, tous les gens de mon quartier venaient avec des PSP et moi, je les Mm. craquais. Donc, c'était mon tout premier business avant de me tourner vers le web. Et Euh, combien tu faisais payer ça? alors, au début, 10 euros, donc vraiment pas cher. Après, j'ai Ouais, sorti une offre à 20 euros avec plein de jeux dedans dans la carte mémoire. Et puis ouais. après, c'était 40 euros parce que j'avais quelqu'un qui ramenait des leads et il prenait 20 euros. Donc j'avais un type qui bossait avec Oh moi là et là. lui, il ramenait des gens chez moi et il prenait 20 euros, je prenais 20 euros. Je lui dis, Mm. au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, moi, tant que j'ai 20, tu prends ce que tu veux. Et je pense que le mec a dû se gaver et c'est très bien Mm. parce que moi, j'avais plus rien à faire. Je rentrais chez moi et j'avais plein de PSP, plein de cartes mémoire. Mm. Je pense que mes parents comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais Mm. voilà, j'avais à l'époque une boîte de Ferrero Rocher dans laquelle il y avait plein de billets et j'étais très content de les voir et de me dire, oh, c'est bon, je suis Bah ouais, ouais. riche. T'as un mercredi confession. Allez, moi aussi, j'avais une PSP craquée avec plein de jeux. Je l'avais fait moi-même parce que je suis geek un Ok. peu comme tu l'es.
Et ouais, je me rappelle qu'après ils avaient sorti une mise à jour hardware, donc tu avais une nouvelle version des PSP que tu pouvais plus craquer, c'était l'enfer. Exactement, Et je pense qu'il y a exactement. eu un vrai drop des ventes de PSP aussi parce que beaucoup achetaient cette PSP parce que ils savaient que derrière ils allaient pouvoir choper plein de jeux gratos. Mais c'est pas Exact, bien, on le exact. rappelle, hein, voilà, il faut le Non, dire que non, c'est clairement. Mais illégal, à l'époque, si etc. tu veux, enfin, l'auto-entrepreneuriat n'était pas quelque chose. Je ne savais même pas qu'il fallait déclarer des choses. Je savais même pas Ouais. qu'on pouvait prendre des paiements. Enfin, je savais qu'on pouvait prendre des paiements en carte bleue, mais pour moi, il fallait passer par des Mm. banques, etc. Enfin, tout ce monde-là, c'était ouvert à ce moment-là. Donc, quand j'étais Mm. en seconde à peu près. Et Ouais. petit à petit, donc, je commence à faire pas mal de sites web. Je commence ensuite à aller en école d'ingé, une école qui s'appelle Epita. Et là, j'ai pris ma claque. Je me suis rendu compte que Mm. j'étais clairement pas fort, qu'il y avait des gens bien plus balèzes que moi d'un point de vue technique. J'apprends beaucoup, j'apprends énormément, et je commence à comprendre que techniquement, bah, je suis bon, mais je suis pas le meilleur. Par contre, je pense que sur les skills de communication, en tout cas c'était un peu moi qui faisais toujours les présentations à l'école, Ouais. dès qu'il y avait des choses à montrer, ou alors des slides, des choses comme ça. Donc clairement c'était considéré comme bullshit les slides dans l'école d'ingénieur, Mm. et pourtant c'est ce qui faisait un petit peu la note quand tu Bien expliquais sûr. bien les choses. Et en fait, à la sortie de mon école, en premier stage, j'ai été embauché par une boîte qui s'appelle Mailjet, qui est un email service Bien sûr. provider, Mm. pour faire un boulot incroyable que je connaissais même pas qui existait, qui s'appelait développeur évangéliste. Et en fait, le boulot, c'est aller à plein de conférences, parler à des développeurs, et en fait, juste leur parler de l'API de Mailjet. Donc l'API, pour ceux qui Mm. connaissent pas, c'est un moyen de se connecter à d'autres applications. Vous en avez certainement entendu parler quelque part. C'est en tout cas le sous-jacent du no-code aujourd'hui. C'est le sous-jacent de tout ce qui existe comme logiciel, comme Zapier. Dès que vous vous connectez, par exemple, avec un Facebook Connect ou un LinkedIn Connect, c'est des API derrière. Et bah, j'ai le CTO qui m'avait envoyé un message. Est-ce que ça te dit de faire un stage sur un truc totalement autre? Et au final, j'ai fini en stage de développeur évangéliste à faire un peu le tour du monde et à faire des conférences partout. Donc j'en étais hyper content. Et petit Trop à cool. petit, Mailjet, ouais, j'utilisais beaucoup Mailjet dans un précédent job. Ça existe encore. ça existe encore. Ils se sont fait racheter 2 fois, je crois. C'est-à-dire qu'il y Ok. a la boîte qui s'est fait racheter, puis la boîte qui les avait rachetés qui s'est fait racheter. Et ouais, non, c'est boîte cadeau. Je suis resté 4 ans chez eux à la fin de mes Mm. études. Clairement, ils m'ont lancé ils m'a lancé dans ce monde-là, on va dire start-up. Et Mhm. et puis donc j'avais mis un pied dans le marketing, et puis derrière j'ai continué sur une carrière plutôt marketing, en bossant en head of growth pour une boîte très tech, et après en montant des petites boîtes, jusqu'à un moment de se dire bon bah ce serait cool de faire du contenu en ligne. Je suis pas très bon à l'écrit, c'est pas trop mon truc. Enfin, en tout cas, je m'amuse pas autant que je m'amuse à Mhm. filmer des vidéos et à faire du contenu. Et c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Juste avant, j'ai eu une petite période très inspirée par des créateurs comme Casey Neistat sur YouTube, où en fait j'ai fait Mm. des vlogs tous les jours sur Snapchat pendant un an, et ça Ok. m'avait à l'époque ramené beaucoup de monde sur des thématiques qui n'avaient rien à voir, parce qu'il n'y avait pas de thématique, je racontais juste ma vie, et c'était un public très Ok. jeune, mais ça m'a obligé à travailler mon storytelling tous les jours. Et à l'époque, vu que j'habitais à New York, quand je bossais chez Mailjet sur les dernières années, bah c'était génial parce que je pouvais raconter des histoires genre ah, le prix de la banane ici vaut tant, ou alors Ouais. les gens ici font comme ça, et ça marchait assez bien, et c'était un peu mon entrée dans le monde de la vidéo sur Snapchat à l'époque en tout cas. Ok, donc ça c'était sur ta dernière année de Mailjet, donc t'étais à New York et après tu en as fait quoi de ton compte Snap parce qu'après t'as enchaîné sur d'autres boulots, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Alors, en effet, mon compte Snap, bah, au bout d'un moment, en fait, la difficulté avec des plateformes comme Snapchat, c'est quand tu postes pas, de base, c'est Ouais. éphémère. Donc, quand tu postes pas, bah, les gens regardent pas. Euh, et donc, faut quand même avoir le courage de. En fait, une fois que les 365 jours étaient terminés, j'avais un petit peu la flemme de continuer ce truc-là. J'étais content parce que Mm. j'avais ma vie d'un an à New York documentée, car j'avais enregistré tous les snaps. Donc ça, c'était top. C'était des stories, hein, comme les stories aujourd'hui Ouais. sur Instagram. Mais ensuite, je suis passé sur YouTube, en fait. Et du coup, mon but, c'était d'arriver à mes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 2015 à l'époque. Euh, donc, j'en ai fait quoi? Bah, je l'ai laissé. Et surtout, mon handle, c'est-à-dire mon arrobas quelque chose, était un truc totalement déconnant. C'était Choubam avec plein de A, parce que je Mm. partais du principe que personne n'ajoutait avec le nom, mais tout le monde l'ajoutait avec le QR code. Et, euh, et j'avais eu 2 3 Ouais. petites techniques de growth en mode j'imprimais des QR codes, je les collais un peu partout quand j'arrivais en France Ah, c'est et drôle. aussi aux US, et du coup j'avais pas mal d'ajouts comme ça aussi.
Tu pouvais traquer les ajouts qui venaient du QR code par rapport aux ajouts manuels dans l'appli? Alors, à l'époque, je les traquais pas, mais aujourd'hui, si je le ferais, je le traquerais. C'est-à-dire que je ferais un double QR code Ah ouais, un QR qui code irait même sur un intermédiaire. pixel. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à l'époque, je le traquais Hmm, pas. ok. Et donc 2015 YouTube, c'est ça? Tu lances ta chaîne Exact. YouTube. Objectif, arriver aux 1000 premiers abonnés le plus rapidement possible. T'y arrives en combien de temps? Je mets à peu près un mois à y arriver parce que j'avais vraiment mis le paquet. Je crois beaucoup à l'intensité en général dans les choses. Donc là, Ouais. c'était direct. Je me mets à fond. Je poste partout. Je demande à tout le monde de liker, d'abonner, de commenter toutes mes vidéos. Ma mère like toutes mes vidéos. Le sujet que j'avais choisi à l'époque, c'était la vulgarisation informatique. Je pense que c'était très large, mais je voulais, je pense, parler de ce que j'aimais le plus. Je pense que vraiment, l'informatique ou la technique, c'est juste des mots qui sont compliqués et qui paraissent Hmm. compliqués. En réalité, c'est quand même pas si compliqué que ça. Comme dans tout domaine, il suffit que qu'on ait un bon médium qui permet de comprendre. On devrait y arriver. Et l'importance de la tech dans nos mondes aujourd'hui, enfin, sans technique, on n'enregistrerait pas de podcast, on se parlerait pas à distance à des kilomètres, j'aurais pas Ouais. cette caméra, et on streamerait pas tout ça, et les avions ne voleraient plus. Donc, c'est Hmm. hyper important. Sauf que il y a un fossé énorme entre les gens qui savent comment ça marche et les gens qui ne savent pas. Et donc, je voulais réduire ce fossé. Vision très noble et tout. En revanche, je m'en suis rendu compte, je pense, au bout de la 10e vidéo, que le rythme de une par semaine était compliqué à tenir, que j'avais d'autres engagements. À ce moment-là, chez Mailjet, on lançait un gros projet open source dans lequel j'étais très impliqué. Donc, d'un côté, tu bosses pour ton employeur qui te donne de l'argent, de l'autre côté, YouTube te rapporte des centimes. Et donc, en fait, c'était compliqué de se Hmm, hmm. dire, tu vas bosser sur un truc tellement long terme. Et à l'époque, les YouTubeurs, c'est normal. Il n'y avait pas de YouTubeurs, même Micode à l'époque n'existait pas, qui est un des gros créateurs tech aujourd'hui. Et donc, je me disais, bon, cool, mais je sais même pas où ça va. Je le fais juste pour le plaisir. Et surtout, et c'est là où a eu lieu le moment où j'ai pas trop posté sur ma chaîne, c'est que je prenais plus de plaisir à faire des vidéos. C'est parce que moi, je Ouais. n'y apprenais rien, en fait. Moi, j'y Hmm. apprenais rien. Je faisais juste, délivrer de l'information et c'était moins fun de mon côté. Et justement, qu'est-ce qui t'inspirait les sujets de tes vidéos? C'est des sujets que tu maîtrisais forcément ou c'est des sujets sur lesquels tu partais en mode découverte et tu partageais après tes enseignements? C'était un peu les deux. Je pense que il y avait quand même 80% des sujets que je maîtrisais et qu'on me demandait souvent. Je pense Ok. que j'ai très rapidement compris qu'en fait, ça sert à rien de faire du contenu juste pour soi, qu'il faut faire du contenu pour les intentions de recherche surtout. Euh, je m'intéressais déjà beaucoup au monde du SEO, etc. sur Hmm. YouTube, parce que le monde du SEO déjà sur les sites m'intéressait énormément. Je me suis dit, il y a forcément un hack quelque part. Et donc, je m'étais très bien positionné sur des mots-clés comme serveur, sur des mots-clés comme Hmm. cookie, sur des Hmm. mots-clés comme comme par exemple SEO. Et Mhm. du coup, ça m'a permis, quand j'ai un peu laissé tomber ma chaîne, à faire en sorte que ma chaîne croît. Du coup, quand j'ai laissé tomber ma chaîne en 2016 ou quelque chose comme ça, quand je l'ai reprise, du coup au moment de Covid, et on y reviendra, j'avais gagné 3-4 000 abonnés. Donc Ouais. c'était génial parce que Il y j'avais avait du toujours un coup petit tout filet ce d'audience référencement. permanent, ouais. Exactement. Et ça, c'était canon parce que du coup, ça m'évitait de repartir de zéro quand j'ai repris ma chaîne, premièrement, et surtout d'avoir un flux constant de vues dû au référencement, parce que c'est le moteur quand même le Hmm. plus, selon moi, hein, le plus gros pour croître de manière linéaire sur YouTube. Complètement. Et comment on concilie ces impératifs SEO, parce que clairement pour faire de l'audience, faut matcher avec les recherches les plus populaires, hein, enfin que ce soit sur YouTube, mais aussi en SEO texte, on va dire. Donc avec une approche très market, très growth, comment on concilie ça avec justement la notion de plaisir aussi à faire des vidéos et l'impression de faire des vidéos parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on trouve ça cool, et pas uniquement parce que ça match avec des recherches populaires. C'est une bonne question et je pense que
enfin, tout est dans le calendrier de publication et dans le process de validation d'une idée. Moi, j'étais déjà énormément à fond sur le monde de la productivité et des process, etc., ce qui est un peu mon dada aujourd'hui. Mais voilà, moi, dès que j'avais une idée, je la capturais à l'époque, c'était Evernote. J'avais un Evernote énorme avec plein d'idées. Et puis, quand je me Mhm. posais pour faire une vidéo, je disais, OK, selon moi, avec quel titre, laquelle va cartonner? Et cartonner est un grand mot, hein, mais laquelle va en tout cas C'était ton mieux point de marcher? départ, le titre? Pas encore, pas encore. Je pense que je comprenais pas encore l'importance du titre à l'époque, mais le sujet en Parce tout que cas. parmi toutes ces idées que tu as dans Evernote, sur quels critères tu dis, tiens, bah, allez, aujourd'hui, je fais celle-là, plutôt qu'une autre? En tout cas, c'était donc mon attirance sur le sujet. À Mhm. quel point ça intrigue quand même les gens. Genre, je pensais que est-ce que ton téléphone te donne le cancer si tu le mets à côté de toi? C'était hyper intriguant. Euh, Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça, en fait. Tu vois, c'est trop bien. Et Mhm. en plus, j'avais envie de faire des vidéos dans lesquelles j'avais un peu de recherche à faire aussi. Comme ça, j'apprends des choses, quoi. Et Ouais. ça, c'était quand même cool. Et puis, il y avait un autre sujet, c'est que j'avais compris que les vidéos, genre guide, marchaient très bien. Donc, Ouais. enfin, guide slash 7 astuces slash Ouais. les 7 trucs Tout à connaître. l'aspect, la dimension pratique, astuce, quoi. Bien sûr. Ça Ouais. cartonne. Voilà, donc je voulais faire un peu plus de partage d'écran, de choses comme ça. Donc franchement, c'était, je vais pas te mentir, hein, en re-regardant, je pourrais en faire un sens, mais je pense que c'était beaucoup au feeling, quoi. C'était beaucoup au feeling Mm. et il se trouve que j'ai eu de la chance sur des requêtes comme serveur, sur comme je te disais cookies, SEO et compagnie, ce sont des bonnes vidéos qui ont bien marché. Et puis voilà quoi. C'était ma première vidéo ou ma deuxième, je crois que c'était comment se faire pirater sa carte de crédit en 4 étapes ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais un petit peu déjà ce truc de titres YouTube, mais je comprenais pas autant l'importance que je comprends l'importance des titres et des miniatures aujourd'hui, quoi. Mm. Ok. Et donc, c'est vrai que très difficile de concilier une activité soutenue sur YouTube avec un job full-time à côté. Donc, t'as mis en pause ta chaîne YouTube. Ok, c'est ça. Après Mailjet, t'as fait quoi En fait, donc c'était à cheval sur deux jobs, hein. Il y Ok, avait Mailjet, il y avait la fin de Mailjet, et il y avait le début de Keymetrics. C'était une boîte qui faisait alors du monitoring de serveurs avec un logiciel, sur un langage qui s'appelait Node.js. Bref, c'est un langage de ouais. programmation. Et en fait, du coup, pareil, j'avais le profil parfait, le mec tech qui faisait du marketing, et je m'occupais de toute la partie growth, mais cette fois-ci growth très analytique, très Hmm. acquisition, conversion, pourquoi tel chiffre et d'où viennent les flux de users. C'était pareil, un job qui me passionnait. Et là, c'est là où, en fait, quand tu rentres dans une nouvelle boîte, on vient de lever des fonds, j'avais un poste quand même important, j'étais dans les premiers employés. C'est dur de te dire tu vas faire des vidéos le soir parce que tu es déjà Hmm. éclaté à la fin de la journée. Et donc Bah oui. c'est là où en fait la vraie décélération a eu lieu là-dessus. Donc j'ai totalement laissé tomber la chaîne YouTube. Et puis après je m'intéressais à d'autres sujets, à l'IMO, etc. J'aime bien toucher à beaucoup de choses. Donc en fait sur le moment c'était plus le sujet. Et je pense que je l'ai pas non plus repris parce qu'après après ces 2 ans chez Kimetric, je suis parti faire mon digital nomade pendant 1 an à Dali où en fait je me suis dit bah trop bien, je vais essayer de créer des produits maintenant, je vais essayer de monter de logiciels. Je pense que je voulais me prouver à moi-même que je savais encore coder et donc je suis parti pendant 1 an refaire un logiciel SaaS de A à Z. J'ai passé 9 mois à le coder, 3 mois à le À vendre. J'aurais dû Bali, hein, faire c'est le ça. contraire. Ouais, à Bali. Et j'aurais dû faire le contraire parce que clairement, je m'appliquais pas mes propres conseils. Mais justement, ça m'a permis de voir ce côté de moi, dev, qui passait toute sa journée dans du code. C'était hyper passionnant. Alors, c'était quoi ce Mais je me projet? suis rendu compte. L'ambition, c'était quoi? Alors, ça L'objectif? s'appelait Blast Sumo. Ce que ça faisait ce que j'appelais du multiplexing ton mot compliqué pour dire du autopartage sur LinkedIn. En gros, imaginons, voilà, t'es Orso Media, t'as 10 créateurs qui ont leur compte LinkedIn, c'est des influenceurs. Et toi, en fait, Mhm. ce que tu fais, c'est que tu dis, dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort d'un des podcasts, bah, tu as envie que tous les autres reçoivent un mail dans lequel alors, tu as le opt-in et le opt-out, c'est soit dans c'est posté avec des messages différents sur leur compte,
parce que tu as un accès sur leur compte, mais ils ont un Ok. accès de regard et ils ont le droit de dire oui ou non. Soit ils ont le droit de réécrire le message, mais tout est assez gamifié pour que les créateurs qui postent gagnent des points ou de l'argent. Et en fonction de combien les gens ont des likes ou combien des gens ont des commentaires, ils peuvent gagner plus ou moins de points. Et donc, c'était pour faire de la marque employeur dans des boîtes, pour aider les collaborateurs, à avoir des images perso qui soient un peu plus vivantes, et deuxièmement, aider les employeurs à faire circuler le message dans tout ce truc de brand, de Ok. employer brand, quoi. C'est de la promotion croisée, industrialisée, on va dire. Exactement. Et puis après, il y avait un autre sujet, c'était comment aider les employés à créer du contenu. Et du coup, pour les employés, pour qu'ils y trouvent leur compte aussi, au-delà des points et ce qu'ils pouvaient gagner, il y avait tout un côté syndication d'articles sur leur sujet pour qu'ils puissent eux aussi donc mettre des messages là-dessus. Bon, le projet, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il a malheureusement pas trop marché parce que je pense que j'ai passé trop de temps. J'étais solo dessus, et deuxièmement, j'ai passé trop de temps à coder, à développer de la feature et pas assez à parler à mes users. Et c'était un bon apprentissage en tout cas pour moi. Ça me fait penser un peu à un outil qui s'appelle Dynamite, enfin Social Dynamite en bon français, qui est pas tout récent, hein, mais qui justement permettait à des marques de faire descendre un peu l'information et de s'appuyer sur ses collaborateurs pour relayer sur leurs différentes présences sociales les messages de l'entreprise pour les collaborateurs qui le souhaitaient justement. Ils Non, estimaient qu'un collaborateur était un ambassadeur de la boîte, de la marque, de la société, à juste titre. Donc voilà, ça me fait un peu penser à ça. il y avait quelques acteurs, et il y a aussi d'autres acteurs comme Limber, je crois, qui font ça. Il y a aussi Social. Bref, il y en a plusieurs en fait. Mais je pense que je regardais les modèles de ces boîtes, c'était pas des modèles solopreneurs avec du leverage, c'était plutôt des modèles équipe commerciale. Tu vas voir des boîtes et t'implémentes ça, et tu leur vends ça avec gros tickets. Donc je pense que je m'étais planté aussi sur le persona et le type de business. Mais bon, moi j'étais assez content parce que j'avais codé un SaaS de A à Z, et ça je pensais pas être capable de le faire, étant donné que ça faisait 5 ans que j'avais pas touché à du code de manière, enfin en production, et ça j'étais hyper content parce que j'ai pu me reformer sur les technos, etc. Et t'étais content quand même du résultat, de ce que tu avais réussi à coder en 9 mois? Ouais, honnêtement, je sais que la code base qui est là, je la réutiliserai sur quelques parties à des moments spécifiques, mais j'étais quand même relativement content de ce que j'avais. Ouais. Tu disais que tu avais monté ce projet de soft et d'outils parce que tu voulais te prouver à toi-même que tu pouvais encore maîtriser du code. Mais est-ce que c'était vraiment la vraie raison? Parce que tu avais l'ambition de redevenir développeur, d'intégrer une boîte, ou bien ou bien c'était plutôt l'ambition de te dire je suis tout seul, je suis bon en marketing, je suis bon en code, moi tout seul, je vais pouvoir monter une licorne et go. Ah non, je pense que tu as totalement raison. La vraie raison au moment où je suis parti, c'était j'ai les compétences en dev, j'ai les compétences en product, j'ai les compétences en marketing. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle les indie hackers. Donc c'est les hackers indépendants qui développent des produits et qui en font des petites donc, ce concept de pseudo-muse, où en fait c'est un produit qui te rapporte de l'argent et c'est la tech qui fait tout le travail. Je me suis dit je lis jour et nuit des histoires de gens qui font ça. Il n'y a pas de raison pour que j'y arrive pas. Go quoi. Et j'ai l'impression que ces gens-là passent beaucoup de temps à développer, et c'est normal parce que c'est eux ils sont tout seuls. Et donc j'ai envie de faire ça. Et à l'époque, beaucoup de ces indie hackers étaient à Bali. Notamment Peter Levels, etc. Tous ces gens-là qui sont assez connus dans ce monde-là étaient là-bas. Je me suis dit, trop bien, je vais aller là-bas. Je viens de quitter mon taf, go quoi. Et du coup, je me suis dit, si je me donne 1 an pour le faire, pas plus, parce que je me connais, je vais vouloir perdurer dans le truc, etc. Donc 1 an. Et puis au final, je pense que quand ça n'a pas marché, ou en tout cas quand je me suis dit, bon, il reste 3 mois et j'ai un client, j'y suis pas au 2K MRR quoi. Et puis surtout, je pensais pas que ça allait être un business dans lequel je devais mettre une action commerciale en jeu, même si j'adore ça, faire du commercial, mais c'est pas sur quoi je voulais. Enfin,
Je Ouais. voulais un business dans lequel Qui tourne tout il y a seul. de l'acquisition. Voilà, il y a de l'acquisition automatisée. Et donc à la fin, Et j'étais assez redonne-nous déchanté. le prénom et le nom de famille de l'indie hacker là que t'as cité, Il qui était à s'appelle Bali aussi. Peter Levels et Peter sur Levels. ouais Ok. et Et qu'est-ce sur qu'il avait Twitter créé c'est lui typiquement? Levels.io. Bah lui, il a fait un outil qui est assez cool, qui s'appelle Nomad List, par exemple, qui permet à des nomades de savoir où aller. C'est-à-dire qu'il y a toutes les Ouais, villes du monde qui sont classées par niveau de Wi-Fi, niveau de vie, sécurité, pollution, trop bien. etc. Et donc c'est canon dans le monde, dans ce nouveau monde dans lequel j'étais parti. C'est-à-dire que j'étais devenu un type qui voyageait avec son ordi, quoi. Et donc ça marchait bien. Il a fait d'autres sites, un C'est un truc de outil payant voyage. du coup? Alors, il y a une version payante, justement. Et sinon, c'était avec de la pub. Il y a un autre site, là, qu'il a lancé, que c'est pour aider tous les nomades enfin, certains nomades à obtenir la nationalité portugaise. Enfin, nationalité, cette espèce de statut qui permet de payer, Ouais. du coup, moins d'impôts en Europe. Il n'y a pas que lui. Il y a ce gros podcast qui s'appelle le Indie Hacker Podcast, qui a été acquis par Stripe, qui est un podcast assez connu, dans lequel il y a plein d'histoires d'entrepreneurs comme ça. Il y a plein de Français aussi qui y passent. Mm. Je pense que certains acteurs comme aujourd'hui Alex Bellivet, que tu connais aussi, qui a un autre podcast Oui. qui lui aussi était dans Et qui est dans chez ce Orso Media mouvement-là. d'ailleurs. Exactement. Et en SAS fait, il y en a Connection, plein. on fait un petit peu de pub pour lui. Très bon Exactement, podcast. ça se connexion. C'est hyper cool et très cool de ce qu'il fait aussi. Je pense que là, ce qu'il avait monté, enfin ce qu'il a monté avec Collect, c'est génial parce que Mm. il a tout commencé lui-même. Et moi, je trouve ça. Mm. Et il y a une espèce de fascination aussi pour les gens très couteau suisse. Pour moi, Ouais. si tu sais marketer, tu sais faire du produit, tu sais coder, c'est cool, quoi. C'est sympa. Tu comprends beaucoup de choses aujourd'hui, en tout cas. Ouais, alors non, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je l'ai dit pas mal ici. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise les créateurs de contenu qui cartonnent aussi, c'est ceux qui savent faire beaucoup de choses. Alors pas, ils vont pas forcément exceller en tout, mais ils ont des bases assez solides dans tous les domaines, ce qui fait que non seulement ils sont capables de sortir souvent tout seuls de situations un peu techniques compliquées, mais surtout à un moment quand tu vas grossir, peut-être prendre tes premiers collaborateurs et recruter sur des fonctions techniques, marketing, etc., tu sauras exactement en quoi va consister leur job. Et c'est hyper important, je trouve, quand tu recrutes quelqu'un, quand tu fais appel à des prestats, de savoir exactement à quoi va ressembler son quotidien, parce que tu vas encore mieux recruter. Donc c'est une vraie qualité, je trouve. Exactement. Ouais, et le fait de l'avoir fait toi-même avant, en effet, tu te fais pas aussi arnaquer. Tu vois, t'as ce Bah oui. truc-là tu l'as fait toi-même. Tu sais très bien qu'un montage d'un short, ça met pas 4 heures, tu vois, c'est pas Bah possible. non, c'est clair. Donc, tu l'as fait toi-même. Donc, Mm. voilà, c'est ce truc-là. Et pareil en dev. Tu vois, Un site web moi je aujourd'hui, suis, ça met pas 4 jours de travail, tu vois, ouais. Et moi je suis, tu vois, je suis une pine en mécanique. Je comprends rien. Alors que je suis assez geek, je peux démonter, remonter un ordi, il y a aucun problème. Mais je comprends rien à la mécanique et ça m'angoisse, tu vois. Avec ma bagnole, si ça m'angoisse d'avoir un problème parce que je suis habitué à pouvoir le régler moi-même, tu vois. Là, de faire appel à un professionnel qui potentiellement va te la faire à l'envers, va te faire payer 10 fois ce que tu devrais, ce que ça te coûterait normalement, ça m'angoisse. ouais, ouais. Mais pour ça, fun fact, tu vois, ma voiture est tombée en panne. Bon, c'était une ancienne voiture. Du coup, on a dû acheter une nouvelle voiture avec ma compagne. Et je crois il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Villebrequin qui est incroyable. Ah mais incroyable. Et J'adorerais tu les vois, avoir dans Follow Me. D'ailleurs, un petit appel si vous les connaissez personnellement pour une petite mise en relation, je suis complètement preneur. j'ai fait ma culture mécanique là-dessus. Bon, ça, c'était la Mm. théorie. Maintenant, au moment où j'ai acheté la voiture, après, c'est du bluff. Mais quand tu vas parler au concessionnaire, tu vas parler au mécanique, tu dis ah ok, et la vanne Bah, légère, du coup, et en fait, tu sais, c'est comme et du coup, tu tu dis drops et quelques mots clés, bien sûr, tu fais du name ça change dropping le et game. la personne te Ouais, dit OK, bon, je veux pas essayer de l'enfler quand même, tu vois. ouais, c'est ça. Comme quand donc je lui demandais et la transmission du coup c'est transmission à double embrayage ou et le mec il disait ah OK, il s'y connaît un petit peu. Et ça veut pas dire que j'étais le mec qui s'y connaît le plus, mais pareil, aujourd'hui si aujourd'hui je suis développeur de site web et quelqu'un qui me dit mais du coup c'est du JavaScript qu'il y a derrière ou tu es en train de faire du webhook, je me dis bon ok, je vais pas lui dire que ça m'a pris 5 jours Ouais, à développer un plugin. Et en fait ouais. c'est le 80-20, c'est vraiment le minimum qu'il te faut
pour le truc. Complètement. Je dis pas que je suis un expert en mécanique, loin de là, je sais même pas comment ça marche à l'intérieur. Mais au moins, tu vois, je pense que aujourd'hui avec YouTube, et c'est là où je trouve fascinant ce monde-là qui est en train d'être créé, c'est que en fait, on peut tout apprendre, mais deuxièmement, on peut l'apprendre avec des gens qui parlent pas des mots compliqués en fait. Tu vois, Villebrequin, le style du type, enfin des deux là, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Et puis surtout, t'apprends en passant des bons moments. Tu rigoles bien, quoi. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Ouais, voilà, Tu prends exactement. Tu beaucoup de vois, tu as deux plaisir manières de à démarrer. apprendre. Ouais. Ouais, et c'est ce que je me disais, tu as deux manières de démarrer ta vidéo YouTube sur les embrayages. Il vient et il monte sur une échelle et il commence à se pendre. Il fait voilà, bon, j'ai clairement, c'est chiant cet épisode. Partez, ne cliquez pas, tu vois. Et en fait, c'est génial. VS commencer. Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui ce que c'est que l'embrayage. Étape 1, Ah tu vois, bah, il y a comment on fait en change tout. classe et comment on fait sur YouTube. Et moi, il m'a dit partez de cette vidéo. Bah, je suis resté quoi, tu vois. Et je trouve ça génial. Et je crois que c'est eux qui ont fait ça aussi. J'ai vu, ils ont franchi un Dodan à 170 km/h avec Ouais, un Range elle a bien Rover, c'est cartonné ça? cette vidéo. Non, sur une R5, je crois, une vidéo, Et ils le une font avec voiture plusieurs électrique. véhicules, je crois, non? C'est pas impossible. C'est pas Ça doit être un impossible. format un peu récurrent, mais c'est à la fois complètement stupide, mais tellement jouissif. Parce que tout le monde a envie de savoir ce que ça fait, tu vois. Non, ils sont forts Bon, sur bah, les ça, salles. c'est cool. Ok, donc là, tu montes cette boîte. Après, est-ce que tu te dis pas que si t'avais persévéré un peu, euh, ça aurait pu devenir quelque chose ça aurait pu fonctionner au final. Parce que parfois, tu vois, 9 mois, c'est en même temps long, mais quand t'es tout seul, c'est pas si long. Tu vois, 9 mois, si tu m'avais dit, on a bossé pendant 9 mois avec une équipe de 50 et on aboutissait à rien, bon, ok. Mais 9 mois tout seul, quand tu sais tout ce qu'il faut faire, quand tu montes ton produit, quand tu dois coder, euh, voilà, c'était. Mais peut-être Non, c'est une bonne il question. manquait encore 3-4 mois, peut-être, j'en sais rien. Non, c'est une bonne question et c'est toujours, tu sais, le truc, le truc de l'arrêt de bus, c'est est-ce que je marche ou est-ce que je l'attends encore ou Bah est-ce c'est que c'est ça. maintenant ou est-ce que c'est plus tard et Ouais, ça se trouve qu'il y a encore pas dans 2 heures. ouais. Mais en fait, si tu veux, et on a eu une grosse conversation avec plein de personnes qui étaient un peu dans ce cas, qui lançaient des trucs, ça marchait pas encore, est-ce qu'ils continuent ou pas? Et en fait, moi, la chance que j'avais, c'est que je faisais encore pas mal d'allers-retours avec Paris. Mhm. Je continuais à parler encore avec plein de potes, d'entretenir mon réseau et tout. J'avais plein d'opportunités aussi de boîtes dans lesquelles on me proposait de bosser et aussi de gens qui voulaient monter des boîtes cool. Et en fait, à un moment donné, déjà aux alentours de décembre, on va dire, donc vers la fin de cette année, j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persévère et j'ai plus confiance en le projet euh, et que j'ai absolument envie de le mener, ou j'ai plus confiance à ma capacité à délivrer? Et en fait, pour moi, il y avait pas de sujet en fait. Ça veut peut-être paraître un peu trop confiant en soi, mais moi, j'ai pas peur de me dire que quoi qu'il arrive, en fait, si c'est pas celui-là, c'est un autre. Et si j'ai mis Mhm. 9 mois là à coder un truc et qu'il est fini et que certes il marche pas, bah je mets 9 autres mois à faire autre chose et ça se trouve ça marchera au lieu Mhm. d'itérer dans le même truc. Et donc c'est vraiment cet oiseau, et je crois que c'est vraiment cet oiseau. Non, c'était Naval Ravikant qui donnait cette analogie, c'est est-ce que tu as plus confiance sur tes ailes ou la branche sur laquelle tu es? Et bah moi c'est clairement les ailes, je sais qu'au pire, si tout va mal, je finirai par faire du développement Mhm. WordPress et ça ira. Et donc à ce moment-là, je rencontre je re-rencontre, je revois mon pote Jedi qui aujourd'hui est pas mal dans les cryptos et avec qui on monte une fintech qui s'appelait Ok. Flouz et dont le but était de Très faire de cool le nom. l'avance, ouais, de l'avance de salaire pour étudiants. Donc on Ok. prenait en fait les étudiants qui étaient en fin d'études, qui avaient déjà trouvé leur stage, mais pour, par exemple, bouger dans Paris, parfois tu as besoin de 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer si c'est un Mhm. meublé, tu as besoin Mhm. d'acheter une machine à laver, etc. Et tout le monde a pas forcément la chance d'avoir, on va dire, De la un trésor. filet de sécurité, de la trésor, des parents qui ont de l'argent, etc. Donc, tu nous montes ta promesse d'embauche et nous, on t'avance jusqu'à 3 mois de salaire et tu les rembourses une fois que tu as commencé à être payé. Truc Ok. canon. On Très met malin. 3 mois, donc je crois que c'était de décembre à mars. On met 3 mois je crois qu'on a fait une acquisition, je crois qu'on a fait 3000 personnes qui ont rentré leur carte d'identité, qui ont rentré leurs documents, qui ont rentré le fait qu'ils seraient intéressés et donc qui ont Mhm. commencé à se mettre sur une liste d'attente.
tout fait en no-code. On n'a rien codé cette fois-ci. Donc que du Airtable, que du Zapier, que du Webflow, donc des logiciels no-code aujourd'hui. Et on a créé ce site web, Flouz, et créé cette plateforme. Et on a fait une petite gamification pour que quand les gens s'inscrivent, demandent leur place, s'ils veulent venir plus haut dans la liste d'attente, ils partagent à leurs amis. Ça a été incroyablement génial parce que du coup, on a fait 3000 personnes en liste d'attente. Et après, on commence à aller voir les banques en disant, voilà, on a ça. Nous, on a besoin d'être financé sur un modèle un peu particulier parce que c'est du prêt au conso un peu spécial, avec des taux très bas vu que c'est des étudiants. Et du coup, on va dans ce monde à fond, fintech. Et à deux, c'était quand même génial. J'ai vraiment compris que tu vas tellement plus vite. Du coup, on commence à faire beaucoup de rendez-vous de banques, beaucoup de rendez-vous d'investisseurs, beaucoup de rendez-vous de gens qui sont dans la fintech. On se mac avec une banque. On refait un modèle de scoring pour les prêts. En fait, ce qui se passe quand on va demander un prêt à la banque, c'est qu'on, selon notre profil, selon notre revenu, ils établissent un score. Mais nous, on avait besoin d'un modèle de scoring différent étant donné que c'était des étudiants. On bosse avec une banque, ça se passe bien. La veille de notre rendez-vous, tout shut down. On est en mars, le Covid frappe et les banques ne savent pas bosser en remote. La veille. Littéralement la veille. Et donc là, c'était avec une grosse banque qui fait quand même pas mal dans assez innovante et en fait ils disaient non mais en fait Shubham, je t'explique, là les gens savent pas ce que c'est qu'un VPN, comment on fait, tu vois, et dans le monde bancaire t'as besoin d'un VPN pour se connecter à distance, c'est pas oui, tes outils ouais bien sûr, tes outils métiers. Il me dit mais en fait ici là on peut pas aller au bureau, les collaborateurs peuvent pas se connecter. Donc autant te dire que là on a du mal à maintenir nos flots de services normaux. L'innovation, on a trop poussé tous les projets d'innovation jusqu'en octobre. Octobre 2000. Enfin il m'a dit octobre. Et là j'étais en mode genre, ok. On se pose la question avec Jedi, on fait qu'est-ce qu'on fait, tu vois. On a mis 3 mois à faire ça. Soit on attend jusqu'à octobre, et surtout derrière on commence à se recevoir des emails d'insultes des étudiants en mode les gars vous m'avez promis ça, moi je rentre je vais commencer à bosser, donc il est où mon chèque, quoi, tu vois, vous m'avez dit oui, je suis en premier sur la liste d'attente, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là on fait une grosse vidéo et on dit à tout le monde voilà ce qui s'est passé les amis, désolé mais on pourra pas continuer le projet et bye bye, quoi. Là aussi on a persévéré un petit peu, je pense que ça a dû prendre 4 mois en tout ce projet, mais là on se dit voilà, pareil, est-ce qu'on reste dessus jusqu'en octobre ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et si on a réussi à faire 3000 users en mode détente avec du projet no-code sans prendre aucun dev et en mettant le paquet au niveau du marketing, ça, on peut faire autre chose. Covid égale une nouvelle opportunité quand même dans tous les sens. C'est une super bonne idée en tout cas. Et tu crois pas que ça vaudrait le coup de la relancer? Il y en a qui ont relancé autre chose et tu vas nous raconter, mais l'idée reste super bonne. Hyper valable. Et il y a des gens qui à l'époque, après le Covid ont repris, ils ont dit vous avez lancé ça, qu'est-ce qu'il en est? Je fais pour l'instant on est sur autre chose, donc vas-y go, on leur a donné les accès, évidemment on leur a pas donné les emails, mais je pense que c'est en train de se monter, hein. Aux US ça cartonne, ça s'appelle Thrive Cash, et c'est une boîte qui a levé plusieurs millions d'euros. Après, on est assez chill. Ils sont assez chill d'un point de vue réglementation, alors qu'en Europe, on est quand même assez serré. Mais voilà, le souci réglementaire est quand même très gros sur ces sujets-là. Le prêt, on déconne pas avec ça, surtout quand il s'agit. Il y a une notion de risque qui n'est pas anodine, parce que imaginons que tu rentres en stage, un stage de 5 mois, donc imaginons que ton stage s'arrête au bout d'un mois, tu fais quoi avec l'argent avancé? Ça peut aussi entraîner des complications. J'imagine qu'il faut avoir un fonds de garantie assez solide derrière pour garantir les fonds. Ouais. Mais bon, très cool. Mais puis en 4 mois, bravo, quoi. Non, hyper cool. Et puis moi j'ai appris plein de trucs. J'ai appris. C'était canon, quoi. Et puis même si tu veux, on arrive à avoir un lead à 1 euro. Une banque aujourd'hui, un coût d'acquisition pour une banque d'un étudiant, c'est 300 euros. Donc rien que ça, tu vois. Et Shubham, question pratico-pratique, mais durant déjà les 9 mois que tu as passé sur le précédent projet, ces 4 mois-là, tu vivais de quoi en fait? Alors, je vivais de l'aide à retour à l'emploi, dans lequel, quand je suis parti de chez Keymetrics, j'avais la chance d'avoir un bon salaire, un très bon salaire même, et du coup, quand tu as le chômage sur un très bon salaire, c'est toujours un pourcentage de salaire. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai 2 ans de runway pour lancer un truc, parce que ça dure 2 ans.
Euh, Évidemment, il me faut du cash avant parce que sinon je me sentirais pas bien de pas faire d'argent parce que c'est plus une histoire de score qu'une histoire de compte en banque en fait. Et j'ai vécu de ça. J'ai vécu de ça. J'avais un peu de cash de côté aussi. Je pense que je l'ai celui-là gardé. Mais ouais, c'était surtout mon chômage qui me permettait de vivre à cette époque-là. Euh, jusqu'à quasiment la fin des 2 ans au final, même si j'ai commencé à faire de l'argent avant avec tout le reste. Ok. Bon, très bien. Confinement. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement, du Et coup, donc avec ce confinement, projet que tu remets dans les tiroirs? exactement ça, on se dit vas-y, on voit pour autre chose. Donc avec Jedi, on se dit vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on cherche, on cherche. On trouve pas un truc qui nous anime. Enfin, moi je me dis putain, moi j'ai quand même envie de reprendre ma chaîne YouTube parce que je vois qu'il y a plein de créateurs qui repartent à ce moment-là. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de watch time qui est disponible en fait. Mm, Et je me mm, suis dit, mm. bah go quoi. Et là, Jedi, lui, de son côté, il a lancé une communauté de finances perso en ligne sur Slack à l'époque. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, go, je reprends ma chaîne. Et donc là, j'ai pas fait la même bêtise que la première fois. C'est que cette fois-ci, j'avais une idée précise en tête de ce que je voulais faire. Une value Mhm. proposition qui était claire. Enfin, j'en avais 3. Et cette fois-ci, j'ai appelé plein de gens pour savoir laquelle j'allais faire. Donc, j'avais soit aider les développeurs à devenir de meilleurs marketeurs. Donc, c'est-à-dire à quand ils créent des produits, comment bien le marketer, en comprenant vraiment toutes les erreurs que j'ai faites et surtout en apprenant, en expliquant ce que j'ai appris chez Medjet, Keymetrix, etc. Soit aider Mhm. les développeurs à devenir de meilleurs freelance, à mieux se vendre. Étant donné que j'ai beaucoup fait de freelance, je pense que j'avais pas mal à apporter sur ce côté pricing, sur ce côté contrat, sur ce côté comment bien négocier, sur ce côté comment avoir du recurring. Soit je parle de no code assez Mhm. large, mais je sentais qu'il y avait un truc, je sentais que vu que j'avais tout fait en no code, en fait, j'y ai pas cru au moment où on l'a fait. J'ai dit attends, mais on a mis 0 ligne de code là dans Fluze, c'est pas possible, tu vois. Le truc, enfin, c'est assez pour lever autant de fonds que tu veux. Faut que je montre ça, faut qu'il y ait plus de ça, quoi. Et du coup, en appelant plein de gens, des gens que je voulais un peu servir, donc c'était des anciens profs, des anciens clients, enfin faire ma user research, je me suis rendu compte Ouais. que le no code, il y avait une espèce de fascination autour de ce monde-là Mm. qui était assez nouveau, qui allait arriver. Tu regardais les trends sur Google Trends, etc. La courbe était quand même bien en hausse. On sentait qu'il y avait de l'intérêt croissant là-dessus. Et je me suis dit, vas-y, go, quoi. C'est parti, no code. Maintenant, il restait la question de est-ce que je le fais sur ma chaîne ou est-ce que je démarre une nouvelle chaîne parce que ma chaîne n'avait rien à voir. Et j'ai fait le choix de garder cette preuve sociale des quelques 3-4 000 abonnés que j'avais et partir de ça. Ok, donc là tu te dis go, je fais une grosse chaîne sur le no-code. Comment tu te mets en ordre de bataille pour lancer cette chaîne? Alors, c'est assez marrant, mais j'y suis quand même allé à tatillon. Je pense que pendant toute cette période Covid, enfin confinement, j'ai regardé, j'ai beaucoup appelé de gens, j'ai fait beaucoup de user research. Je voulais vraiment pas faire l'erreur de Blasuvo, je parlais à personne. Je voulais Ouais. vraiment avoir mes 15 premières vidéos de sujets qui étaient clairement liés à des problématiques de gens. J'ai fait toute ma Mm. recherche SEO et en fait en parallèle, je voulais un peu retravailler le muscle de faire des vidéos. Et du coup, il y avait Ouais. un type sur YouTube qui s'appelait Dev Theory, qui parlait de développement. Et avec qui on Mhm. est devenu pote. Et je lui dis, écoute, moi je suis chaud pour t'aider sur ta chaîne. Et du coup, je faisais une vidéo par semaine pour lui, sur sa chaîne. Et je parlais de JavaScript, donc ça n'a rien à voir. Mais vu que j'étais à fond C'est dans le toi qui code, incarnais. non, c'est moi qui faisais les tutos sur Dev Theory. Ok. Et si tu Et tapes tu les Dev Theory incarnais sur avec, on pouvait te voir et t'entendre. Ouais, ouais, ok. Non, exactement, t'étais pas en exactement. presta pour lui Non, sur non, des non. vidéos. Ouais, ouais, Non, non, ok. j'étais pas en presta. On avait fait du revenu cher sur la formation qu'ils vendaient Mm. et avec un pourcentage de nombre de vues, etc. C'était pas Ok. trop ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est est-ce que j'arrive à sortir une vidéo par semaine. Et Mm. en fait, Mm. c'est marrant, mais quand c'est pas ta chaîne, tu le vois différemment. Tu te dis, vas-y, je fais une vidéo par semaine. C'est pas grave si le détail il est pas à fond. Mm. Si, Mm. en Mm. fait, tu le fais quoi. Et du coup, je m'enregistrais. J'ai dû faire une dizaine de tutos sur JavaScript, sur VS Code, quels sont les 5 plugins installés, etc., etc. Et, cetera. Ouais. Et en fait, ça m'a bien mis le pied à l'étrier. J'ai bien réussi à reprendre le rythme. Et puis une fois que j'étais en train de me dire non mais en fait ça sert à rien de faire 2 chaînes en parallèle, Shubham, voilà, je suis repassé à fond sur la mienne. Et là j'avais mes 15 vidéos de pas de rédigés mais en moins de sujets. J'avais compris que Ouais. la miniature et le titre avaient un impact monstre. Donc Mm. et là je suis allé à fond quoi. J'ai vraiment commencé à poster. Ok. Et donc une vidéo par semaine. Au début,
évidemment, tu es toujours ambitieux, donc c'est ce que tu te dis. Donc, je commençais avec une vidéo par semaine, puis après, ça commençait à être une vidéo toutes les 2 semaines, puis après, je suis passé à une vidéo par semaine de manière régulière, puis à 2 au bout de 6 mois. Parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une boîte qui m'avait contacté qui s'appelait Conto, qui s'appelle Conto d'ailleurs, qui est une banque en ligne assez connue. Et en fait, ils avaient regardé une vidéo sur Zapier. Pareil, il y avait rien sur Zapier sur YouTube. Donc évidemment, eux qui voulaient développer ces intégrations et bosser sur leur stack no code, ils se sont dit, est-ce que t'es chaud pour nous aider? Moi, je voulais absolument pas que l'histoire se répète avec ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, j'étais lancé, je voulais pas être en employé, etc. Donc on négocie un contrat de freelance à 3 jours par semaine. Et là, je les aide sur toute la partie API, donc ce que je savais faire le mieux et no code, etc. Je suis du coup product manager chez eux pendant 9 mois, quelque chose comme ça. En parallèle, j'ai ma chaîne et là, je le vois bien. D'un côté, certes, c'est passionnant. Conto, pour ceux qui bossent le savent, c'est incroyablement passionnant à l'intérieur. Les gens sont à fond, les gens sont smart, ça donne envie de bosser, ça donne envie de se dépasser. C'est canon et tu builds le futur de la fintech. Mais putain, t'as pas le temps à côté, quoi. Et là, je me retrouvais dans le même truc. J'étais certes en freelance, mais au bout des 3 jours, j'étais rincé. J'avais plus envie de tourner. Et donc, évidemment, une vidéo par semaine, jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des lives parce que du coup, c'était plus facile. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps parce qu'on est en train de lancer une grosse feature chez Conto. Et puis, à un moment donné, Conto, c'est très, très bien passé. On est en très bon terme et on continue de bosser ensemble. Et je sais que toi aussi, avec Orso, vous bossez ensemble aussi. On se connaît très bien. Mais tu vois, je dis voilà, en fait, je réalise qu'en bossant avec vous, je mets de côté mon projet qui est le plus important, qui est la chaîne YouTube aujourd'hui. Et donc, et à l'époque, au moment où j'ai dit ça, j'étais à 14 000 abonnés déjà. J'étais passé de 4 000 à 14 000, donc j'avais de quoi croire la chaîne YouTube aussi. Tu vois, ça augmentait bien. Et là, j'ai dit bye bye. C'était dur pour eux, pour moi aussi, parce que c'était, tout ce que j'avais créé là-bas, c'était un peu mes sujets, toutes ces parties d'automatisation et tout ça. Ça faisait mal au cœur de laisser. Mais voilà, c'était, je laisse. Ouais, mais l'entre-deux n'est jamais bon, donc il faut faire un choix. T'as raison. Voilà, c'était, ça faisait partie des choix difficiles. Et je le fais. En septembre, je quitte Conto. Septembre 2021, je crois. Ok, et comment alors toi qui es un boss de l'organisation, de l'automatisation, etc., qu'est-ce que tu as mis en place toi en tant que YouTuber pour aujourd'hui, progressivement atteindre 2 vidéos par semaine, et 2 vidéos par semaine qui fonctionnent bien et dont tu es fier, en tout cas en termes de réal, de prod? Il y a, évidemment, pendant tout ce temps, je m'améliore en technique, je m'améliore en storytelling, je m'améliore en prise de vue, je m'améliore en lumière et tout ce qu'il faut. Bon, maintenant, ce qui fait quand même une bonne vidéo, c'est pas la qualité de la caméra, c'est quand même ce que tu dis dedans, comment tu le dis. Donc, comment est-ce que je m'améliore? Je pense que dès que j'avais la possibilité, donc c'est-à-dire maintenant, ça fait 1 an, j'ai pris quelqu'un en montage, alors que je faisais tous les montages moi-même. Ça m'a déchargé du travail pour que je puisse me concentrer sur le contenu. Une fois qu'on l'a fait, on se dit pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Je sais, moi aussi j'ai entendu ce truc-là pendant longtemps dans des podcasts, mais en fait c'est le truc qui t'enlève le plus gros temps, en fait, le plus gros chunk de travail. Donc ça m'a bien aidé. Après, en termes d'organisation, bon, comme tu le sais, moi je suis un gros fan de Notion, qui est un outil d'organisation assez connu. Moi j'ai toujours eu toutes mes idées sur Notion. Donc aujourd'hui, une des manières les plus simples, si tu veux, c'est tu prends une base de données Notion, tu mets toutes tes vidéos, tu mets une étape, donc idée, en cours, fini, et puis derrière archivé. C'est plus simple, un vrai Kanban classique, qui peut avoir plus ou moins d'étapes. Mais là, le truc génial avec Notion, c'est que ce Kanban, tu peux le voir différemment. Tu peux le voir sous forme de calendrier. Du coup, tu as les dates de publication. Tu peux faire des formules, donc tu as les dates d'écriture. Tu peux en plus mettre des vues spécialisées, donc tu peux faire une vue pour ton monteur, une vue pour toi qui est l'écran de la vidéo, une vue potentiellement pour un freelance qui va faire les miniatures si jamais. Et en fait, tout ça, tu peux l'avoir dans la même base de données, ce qui te fait une source de vérité unique. Et il n'y a pas de le script il est dans le Google Doc, le truc je l'ai envoyé par mail, l'image je l'ai mis par là, tout est dans Notion. Tout est dans Notion. Et ça permet quand même de réduire plein de frictions. Donc c'est une des choses aussi qui m'a permis de garder un calendrier de contenu. Et pour moi, je crois beaucoup au calendrier. C'est que si un calendrier, c'est que ça va se faire, sinon ça va jamais se faire. Et du coup, le fait de l'avoir, je crois beaucoup au calendrier.
ça va marcher. C'est un truc qui va fonctionner, j'en suis sûr. Ouais, exactement. Calendrier. Mais oui, c'est un truc qui, est pas nouveau, quoi. Petite start-up. Ok, Notion. Et il y a un sujet qui n'est pas anodin. C'est que quand tu as l'habitude de travailler tout seul, donc tu es à la fois la personne qui réfléchit et qui exécute. Donc normalement, ça percute assez vite. Mais quand tu fais appel à un prestat, notamment pour ton montage, ça peut parfois être difficile de lui donner les indications les plus précises possibles sur toi ce que tu as en tête et sur le rendu. Comment tu comment tu fais ça? Euh, alors clairement, les premiers mois de montage sont assez durs parce qu'il y a beaucoup de retours. Chose qu'on a très vite mis en place, c'est quelque chose que j'ai appris chez Conto justement, c'est le PDCA, le Plan Do Check Act. Donc c'est une manière de faire de l'amélioration continue. À la base, c'est sur des process d'industrie, etc. Mais moi, je l'ai appliqué au monde de la vidéo. C'est à chaque fois qu'on fait des retours, donc on utilise un outil qui s'appelle Frame pour faire des retours vidéo, qui est assez connu, qui permet de faire un retour à la minute 56, par exemple, et la personne sait et c'est synchronisé avec son logiciel de montage. Bah, au lieu de faire les retours et de les perdre, nous, pour chacun des retours, on se demandait, est-ce que c'est un retour qu'on veut appliquer sur la suite, oui ou non? Si oui, quelle est sa catégorie? Et comment est-ce qu'on peut mieux l'exprimer? Et donc, en fait, par exemple, le retour de avoir un appel, une animation like et subscribe avant la 5e minute, bah ça, c'est un truc qui est dans le PDCA, dans lequel qu'on a planifié, qu'on a vérifié, donc check, qu'on a mis en place Plan Do, donc on a mis en place et dans lequel on a derrière mis une cale pour pouvoir faire en sorte que ça devienne un standard, ça devienne la nouvelle chose qu'on doit toujours faire. Donc maintenant, quand le monteur se pose la question, est-ce que je suis bien prêt à l'envoyer à quelqu'un, à Shubham, bah, est-ce que je suis passé par toutes ces étapes en fait. Et donc, hyper en fait, intéressant. le but n'est pas de se répéter et du coup de laisser le process faire. Et quand tu dis l'étape check là sur l'exemple que tu viens de citer, ça consisterait en quoi? Enfin, qu'est-ce que tu check? Ça Qu'est-ce que tu consiste en vérifies? tu vérifies si tes assumptions initiales sont bons. Donc, admettons, tu penses que tu as 5 minutes, que dans les 5 minutes, le fait de mettre le like, tu as l'impression que c'est une bonne idée pour le garder pour toujours. Donc, tu vas dans un premier temps C'est une essayer de le intuition, mettre on quelques va dire. fois. Donc, tu vérifies si tes assumptions sont bonnes, si c'est vraiment le cas. Et puis, une fois que c'est vraiment le cas, tu vas vraiment le mettre dans ton standard. C'est-à-dire qu'à partir de moment, c'est devenu le standard. C'est à partir de ce moment-là, tu devras, quoi qu'il arrive, dans chacune des vidéos, mettre ce subscribe. Et du coup, ça permet au monteur d'avoir une liste de choses par lesquelles regarder. Par exemple, truc très simple, dans l'introduction, pas de plan continu pendant plus de 5 secondes. C'est-à-dire qu'il faut que l'œil il y ait du nouveau, donc faut qu'il y ait soit des b-roll, soit une animation, soit quelque chose. Faut que ça bouge à la caméra, pas de plan statique de moi en train de dire quelque chose. Et ça, bah, du coup, pas besoin de leur dire dans le montage en fait. Et ça, c'est la manière dont moi je monte. C'est parti du cahier des charges. Exactement. Donc j'essaie d'exprimer le cahier des charges. Et c'est le truc le plus dur. Et puis il y a une autre chose, c'est que à chaque fois et dans ton questionnement de comment faire, à chaque fois dire au monteur quand c'est bien ou quand c'est mal pour qu'il comprenne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette personne, elle est certainement très balèze, mais si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, c'est mort. C'est pour ça que je te posais la question. C'est le plus dur. Ouais. Et sur le check, sur je reviens encore sur ton exemple. Tiens, le mettre un bouton follow, abonne-toi, c'est ça, hein, dans les 5 premières minutes de la vidéo. Qu'est-ce que tu mets en place pour tester, checker, mesurer que ton intuition était la bonne et que en fait, faut plutôt la mettre à la minute 2,15 plutôt qu'à 4,45, tu vois? Comment tu testes ça? Alors, moi, je me fais une session analytics tous les mois. Si je regarde un peu comment les vidéos ont fonctionné. En fait, je prends toute cette base de données Notion, qui est du coup le PDCA. Je regarde qu'est-ce qui est en check, dans l'étape check, et je vais vérifier si, au final, ça vaut le coup de la passer à la prochaine étape ou pas. Et donc, en fait, dans cette session analytics, je regarde plusieurs choses. Je regarde évidemment le watch time de la vidéo, je regarde le CTR, donc combien de fois elle est cliquée ou pas, est-ce que j'ai augmenté, est-ce qu'en fait toutes nos expérimentations en cours, donc celles qui sont en check, elles sont validées ou pas en fait. Ok, ça marche.
Mais travailler comme ça, c'est une habitude compliquée hein, ouais. à apprendre. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que ça te permet aussi de construire des bases solides et de dépasser l'intuition, même si dans tout ce qu'on fait, il faut une grosse part d'intuition et c'est important, mais ça demande aussi à ce que la personne avec laquelle tu bosses soit câblée un peu de cette manière-là aussi, c'est-à-dire qu'elle soit plutôt sensible et ouverte à ce type à ce mode de collaboration. C'était le cas? Ouais, bah, en fait, si tu veux, j'ai bossé avec jusque-là 4 monteurs, 3 monteurs. Euh, on va dire ouais 4. Et en fait, j'ai fait plein d'erreurs dans les premiers. Le premier, c'est euh, j'étais pas assez précis dans mes retours. Je Mmh. préférais faire au lieu de lui dire quoi faire. Donc ça, Mmh. j'ai clairement loupé Mmh. le truc. Mmh. Le deuxième, je lui ai pas dit quand c'était pas bien et du coup, j'ai été juste très mauvais et j'ai voilà, j'ai juste pas du jour au lendemain, mais en fait, il a commencé à recevoir moins de vidéos sans vraiment comprendre pourquoi, ce qui est très injuste et je m'en veux un petit Mmh. peu. Bon, après, on s'est expliqué, mais tu vois, c'est un peu pourquoi j'ai déconné. Et le troisième, je pense que j'ai voulu trop m'y attacher, me dire bon, ça marchera quoi qu'il arrive. Et en fait non, tu vois, c'était pas comme tu disais, c'était pas un bon fit. Mmh. Et là, la quatrième itération, elle est parfaite parce que en fait, au début, un monteur, il ne fait que du montage, c'est-à-dire qu'il exécute un suite d'instructions et il ajoute de la créativité dans ce qu'il a comme possibilité d'ajouter de la créativité en fonction du cahier des charges. Mais Mmh. petit à petit, bah, il commence à faire plus que ça, c'est qu'il commence à prendre des décisions pendant le montage Ouais, et ouais. commence à comprendre un peu comment est-ce que moi j'aurais voulu que la personne fasse. Et Mmh. du coup, Mmh. ça c'est génial parce que Bah, c'est parfait. ces petits trucs que la personne teste, bah derrière faut les féliciter quand la personne te fait la vidéo. C'est genre, je sais pas, Ouais. la dernière fois, il y a un iPad, je fais un scroll sur l'iPad, il y a le titre qui apparaît et le scroll, il est totalement fait de manière, enfin sur Final Cut. Je trouve ça incroyable et je dis mais génial, bravo quoi. Et parce que c'est quelque chose à laquelle aujourd'hui j'ai pas pensé, j'y aurais peut-être Mmh. pensé, mais c'est Mmh. plein dans le mille quoi. Et donc ça, je trouve c'est une meilleure collaboration, mais il m'a fallu du temps et du coup évidemment de l'argent aussi perdu. Et oui, forcément, forcément. Et qu'est-ce que tu lui remets comme fichier à ton monteur? Tu lui donnes quoi? Des rushs avec un déroulé, une timeline? Enfin, et après on passera à d'autres sujets, mais je trouve ça intéressant Ouais, de creuser aussi ces modes de collaboration quand tu es créateur de contenu. Qu'est-ce que tu lui ouais, remets comme élément pour que lui parte en montage? carrément. Bah, j'ai tout un process. Moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai un Google Drive dans lequel Ah, il y tu as a un quand même un dossier qui Google s'appelle Drive. ouais. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, aujourd'hui dans Notion, les fichiers lourds, c'est peut-être pas le bon endroit pour les gérer. Ouais, mmh, on est d'accord. Donc, il y a un Google Drive et il y a une autre raison, c'est que aujourd'hui, quand j'upload sur le Google Drive, ça envoie une notif automatiquement. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de, enfin, j'ai mis une automatisation qui permet d'envoyer une notif Mmh. automatiquement à la personne. Le fichier est un fichier chez moi MP4 qui sort de ma carte SD, de ma caméra. J'ai un fichier son qui est toujours ailleurs parce que j'ai pas un branchement caméra direct, ça m'embête d'avoir un fil ou avoir trop de matos. Donc soit j'ai un micro cravate branché à mon ordi, soit j'ai un micro USB. Et donc du coup ça me fait 2 pistes sonores, enfin une piste Mmh. sonore et une piste vidéo. Je balance les deux. S'il y a des instructions en plus, de toute façon, elles sont dans le Notion qui est associé à cette vidéo parce que cette carte Notion se balade en fonction des différentes catégories. Et quand la personne reçoit la notification, du coup, c'est prêt, elle se met à monter. Donc, elle met la carte en mode montage en cours. Elle fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis derrière, elle me l'upload sur Frame. Moi, je reçois une notif quand c'est uploadé sur Frame. Frame, c'est la plateforme de vérification dont j'ai parlé. Je fais mes vérifs et on se donne maximum un aller-retour. Et notre KPI, c'est quel est le nombre de vérifs, enfin quel est le nombre de commentaires minimum qu'on peut avoir sur une vidéo. En gros, c'est ça l'incentive de, Minimum enfin ou maximum? la KPI sur laquelle il faut être meilleur. Maximum, tu veux dire? Ouais, c'est en gros, si on a une vidéo dans laquelle il y a que 5 commentaires, c'est parfait quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai très peu à redire. VS, une vidéo où il y a 20 Mmh. commentaires. Donc tu lui remets quand même un fichier avec, c'est une seule prise? Ouais, moi je fais pas de, je préfère avoir un rush qui tourne et de faire des claps Mmh. en disant voilà ce qu'il faut faire, nan. Généralement on a un petit technique, c'est que quand je regarde pas la caméra et que je parle, c'est que je parle au monteur.
VS, quand je regarde l'objectif, c'est que je suis en train de parler à la personne qui va regarder la Intéressant. vidéo. C'est un super tips. Ouais. Je fais 3 claps quand j'ai besoin de revenir en arrière ou quand j'ai besoin de dire un truc important comme ça sur la timeline, la personne voit que je suis en train de dire quelque chose d'important. Généralement, alors ça dépend des vidéos, mais il y a des fois, quand il y a des tutos à enregistrer, je fais généralement introduction, conclusion, l'appel à like sur un rush et je fais le tuto sur un autre rush vu que j'enregistre tous les modules sur un autre rush. Ouais, ok. Ouais. Mais ça, c'est généralement, des choses que tu as rush. mises en place tout seul ou c'est des choses Non, tout seul. que tu as lues, découvertes Ok, cool, très très bonne idée. Ouais, et puis autre chose, c'est que je demande souvent au monteur de monter par l'arrière, par la fin de vidéo, parce que c'est une technique que j'utilise énormément, parce qu'en fait, quand par exemple je suis en train de faire un rush, bonjour à tous, hier j'étais sur un podcast et c'était bonjour à tous, hier j'étais sur un podcast, c'était vraiment incroyable. Ah, salut à tous, aujourd'hui j'étais sur un podcast et c'était vraiment génial dans la manière. Et en fait, la dernière prise, c'est toujours la bonne. meilleure. Et donc, en montant par derrière, tu sais quelle est la dernière prise et tu peux, quand la personne se répète, supprimer toutes celles qui sont avant. Et bah oui, c'est tellement logique. Du coup, ça, c'est génial. Et du coup, ça te permet d'être monté tellement plus vite. Et je demande du coup à faire ça parce que, en fait, il se peut, et ça m'arrive, que quand je suis en train d'expliquer quelque chose, là, je me dis putain, j'ai complètement oublié ça. Et du coup, je fais un triple clap et j'explique, voilà, en fait, il s'est passé, j'ai complètement oublié ça. Du coup, ce que tu vas voir après, ça va être comme ça. Et du coup, on est un peu câblé pareil dans la manière dont la personne va monter. En fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Bon, très cool. Bon, on a beaucoup parlé de YouTube. Tu gagnes ta vie avec YouTube aujourd'hui ou c'est une passerelle vers quelque chose d'autre qui est vraiment ton gagne-pain? Clairement, c'est une passerelle vers quelque chose d'autre. Moi, dès le début, je l'avais vu comme ça, en fait. Si tu veux, quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, bon, clairement, j'ai pas envie d'être la grosse chaîne YouTube de mainstream. J'ai envie d'être un média de niche dans lequel, enfin, si tu veux, le mot média n'était même pas un mot à l'époque, moi je comprenais pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'être dans une niche. J'ai pas non plus envie d'être dans le spectre, enfin dans le bout du spectre infopreneur, etc. Parce que je trouve que c'est très cliché, je trouve que c'est très mal fait aujourd'hui. Enfin, jusque aujourd'hui, c'est très très cliché. C'est-à-dire que vraiment, on est dans des gros sites ClickFunnels qui clignotent de partout, des e-books à 3,50 €. La question, elle est vite répondue. Exact. On est dans ce truc-là et j'avais pas envie d'être là-dedans. Surtout que moi, je parlais des outils, donc il fallait que je sois innovant là-dessus. Mais j'ai pas envie d'être non plus dans le mainstream, dans lequel je gagne de l'argent par le nombre de vues. C'est pas là où j'avais envie d'être. Ok. Parce que je considérais que les gens qui me regardent ont bien plus à donner que juste un nombre de vues. Est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat? Et donc, dès le début, cette fois-ci, c'est l'erreur que je n'ai pas faite quand j'ai recommencé ma chaîne, c'est que j'ai commencé à créer une mailing list. Et je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, parce que en fait tous les abonnés, tout ça, c'est dépendant de la plateforme. La mailing list, c'est un vrai asset. C'est combien de personnes vous avez dans votre vrai réseau, en fait, que vous pouvez contacter directement sans considération algorithmique. Alors évidemment, il y a une partie délivrabilité, etc. Mais elle est beaucoup moindre que si vous postez quelque chose et YouTube ne le montre pas. Et donc j'ai construit ma liste email et en fait c'est ça aujourd'hui mon asset. Aujourd'hui, il y a 30 000 personnes sur la liste email et c'est grâce à ça du coup que je peux aujourd'hui faire de l'argent. Et quand j'y reviens de manière plus claire. En gros, quand j'ai quitté Conto, mon but c'était OK, avant la fin de l'année, je veux régénérer le CA que je faisais plus ou moins chez Conto parce que j'étais consultant avec eux. Et donc j'ai fait mon premier lancement d'une formation qui était une formation sur Notion, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui me la demandaient. J'avais fait un lead magnet donc avec une formation gratuite qui s'appelait Notion Facile en 5 jours. Et puis derrière, le but c'était de convertir là-dessus. Et en fait, j'ai fait un gros webinar dans lequel il y avait 2000 personnes inscrites. C'était clairement le webinar le plus gros que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'étais paquet. Il y avait 1200 personnes en live. Ouais, 1200 en live. Ok. Ouais. Bravo. Assez cool et en fait c'est à ce moment-là que j'ai fait cette vente et j'ai généré 35 000 € sur un webinar, sur une formation. Et j'étais assez choqué parce que je me disais putain, en fait c'est possible quoi. C'est vraiment tous les gens qui disent ouais j'ai fait tant d'argent, etc. Alors c'est peut-être fake, mais en fait c'est vrai que le scale te permet de faire de l'argent quand tu vends quelque chose en direct. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, 35 000 € avec ce premier webinar. Ce webinar, tu l'as
produit au bout de combien de temps Ouais, après le lancement de ta chaîne YouTube? Parce que j'imagine que pour faire déjà pour fédérer autant de monde sur un live en webinar et de fait autant de chiffres d'affaires, il faut quand même travailler ta caution, travailler ta notoriété, ta légitimité sur un sujet. Et donc ça ça se construit pas en 2 jours, quoi. exactement. Et c'est le plus dur en fait, parce que je pense que j'aurais évidemment, à l'époque quand je l'ai fait, j'étais déjà à 20 000 abonnés. Ok. Euh, je pense que quand j'ai dit, enfin, en fait, j'aurais pu monétiser bien avant. J'aurais pu même monétiser ma formation gratuite. J'aurais pu Hmm. monétiser tellement plus de trucs, vendre des automatisations déjà préfaites et tout. Mais moi, j'ai un parti pris qui est fort. En disant que plus t'attends, plus l'euro investi, en fait, chaque personne à qui tu donnes du contenu Prendre gratuit, la c'est de valeur. l'argent que tu investis pour plus tard. Hmm. Et un jour, tu pourras cash out. Si tu veux, t'es pas obligé. Moi, là aussi, c'était un côté pour me prouver que je pouvais faire de l'argent juste avec mon contenu et Mhm. mes formations, etc. Mais en fait, t'es pas obligé. Et plus t'attends, mieux ça sera potentiellement plus tard. C'est Hmm. vraiment un cookie maintenant ou de plus tard, c'est littéralement la même chose. Mais je pense qu'il y a un côté, les gens, ils en ont. En fait, si tu veux, le contenu, c'est devenu une commodité aujourd'hui, selon moi. Tout est sur Internet. Faut vraiment Hmm. arriver avec un axe différenciant si tu veux vendre quelque chose sur Internet. Et plus tu casses le marché euh, Ah en oui, plus tu adresses donnant des niches gratuitement. aussi. Comment? Non, non, vas-y, continue. Pardon. Non, j'ai dit plus tu casses le marché en donnant des trucs gratuitement que les autres donnent en payant, ça te permet d'avoir une caisse de résonance qui est encore plus large pour potentiellement un jour faire payer quelque chose. Mais les gens, faut que tu gagnes leur trust avant. C'est-à-dire, faut qu'ils se disent, putain, ils donnent tout ça en gratuit, ça a l'air d'être canon. Alors imagine le truc payant. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Et pas, Ouais, mais oh c'est un non, faut que je sacré paye pour enjeu le parce que NM. tu casses le game en donnant gratuitement quelque chose qui a énormément de valeur. Et comment tu level up encore en proposant quelque chose de payant qui donne encore plus de valeur, tu vois? Et bah, tout est là le jeu. Et en fait, c'est là où je pense qu'on a encore plein d'innovations à faire. C'est que aujourd'hui, le contenu, c'est gratuit. Ok, pour moi, le contenu c'est gratuit. Honnêtement, tu peux même vendre une formation derrière, tu peux la récupérer. C'est pas, Hmm. enfin, c'est pas ça qui fait de la valeur. La valeur, les gens ils l'ont dans le résultat. Et surtout dans mon monde. Si tu veux C'est ça. quelqu'un aujourd'hui qui veut s'organiser sur Notion, il peut payer autant de formations qu'il veut. Ça fera pas lui une personne organisée. Hmm. T'as plusieurs manières de lui apporter des solutions, donc sous forme d'un escalier de valeur dans lequel tu as d'abord du contenu payant, ok. Mhm. Après, tu as du contenu plus, c'est-à-dire du contenu avec des office hours. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est que il y a du contenu plus il y a des moments dans la semaine pendant lesquels les gens peuvent venir me poser des questions. Mhm. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tu fais des consultations, c'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent poser toutes leurs questions, tu y réponds d'un coup, tu références ces questions-là, tu les mets dans une grosse base de données, ça leur fait une grosse FAQ, valeur en plus. Ouais. Ensuite, Hmm. tu peux arriver sur des packs de coaching en plus dans lequel tu fais vraiment du one-one spécifique avec ces gens-là, plus de valeur. Tu peux ensuite arriver à vraiment un truc sur le long terme, sur 6 mois, sur 1 an, dans lequel tu vas faire des points de check réguliers avec eux. Et en fait, ça va leur permettre d'avoir plus de résultats et entre nous, quand tu achètes une formation, aujourd'hui, les taux de complétion d'une formation en ligne, ils sont de 4%. C'est-à-dire que les gens qui achètent des formations, Ah il ouais. nous manque 4% les finissent. Et tu le sais, et on a tous acheté des formations qu'on n'a pas terminées. Et moi, le premier, je suis un acheteur compulsif de formation. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut faire du bon copywriting, avoir beaucoup de ventes, mais très peu, je pense, sont les gens qui vont jusqu'au bout, se disent, non mais attends, Avoir un moi bon j'ai en taux de tête. complétion. Exactement. J'ai en tête le résultat, au-delà de combien, j'ai en tête le résultat Hmm. que le user va avoir après avoir suivi mes conseils. Et ça, les gens qui arrivent, au-delà de ta satisfaction perso, c'est des super ambassadeurs. Et Ah donc, en bah fait, complètement. ça va jouer Hmm. sur ton referral et ça va être encore mieux. Donc, c'est oui, ça prend plus de temps. Oui, c'est moins, c'est moins répliqué, enfin, c'est moins scalable, clairement, parce qu'il y a besoin de toi. Mais au moins, je pense que tu peux du coup te différencier sur un champ dans lequel il y a beaucoup de monde en fait, où tout le monde Hmm. va justement essayer de vendre un ebook, un template ou ou quoi que ce soit d'autre qui peut être gratuit. Donc ta formation Notion, je suis allé regarder sur ton site pour préparer cet épisode. C'est 650 € par personne, c'est ça? Tu as un tarif équipe à 2200, Ouais, c'est ça? ouais. Euh,
Tu t'appuyais sur une plateforme pour délivrer ta formation ou en tant que, encore une fois, boss de l'automatisation, t'as tout fait toi-même. En gros, qu'est-ce qu'on y trouve comment ça se passe? J'ai en effet utilisé une plateforme, cette fois-ci qui s'appelle Podia. Elle est très connue, elle permet de délivrer des formations. Là, sur la deuxième, qui est la formation sur un outil qui s'appelle Make, j'ai utilisé Schoolmaker de Stan Leloup qui a créé ça et je trouve ça Ouais. hyper pertinent Un aujourd'hui. très bon podcast Euh, aussi d'ailleurs. ouais, très très bon podcast, Marketing Mania. Et en fait, dans les deux, on y trouve notre compte, c'est-à-dire qu'on y trouve une série de vidéos préenregistrées à découvrir au fur et à mesure, valables à Mhm. vie. On y trouve du coup des office hours hebdomadaires, donc c'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, on vient Pendant et combien on de temps? vient poser. Non, moi je le fais à 13h. Non, non, mais je veux dire, si les personnes qui te prennent ta formation, ils ont accès à tes office hours, j'imagine pas à vie, tu vois? Pas à vie. Aujourd'hui, je fais des trucs de 6 mois sur Notion. Non, de Ok. 3 mois, pardon. J'ai dit 6 mois, mais c'est 6 semaines sur l'autre et 3 mois. 3 mois pendant lesquels ils peuvent venir quand ils veulent. Ils Mhm. peuvent en plus me poser leurs questions en vidéo sur. Il y a un espace communautaire, tu sais, ce que j'appelais les consultations. Donc, ils ont un problème, ils m'enregistrent ça sur un Loom ou enregistrant leur écran, et puis moi j'y réponds une fois par semaine, tous les mercredis. Ça, Et c'est un ils ont un engagement que tu espace prends? Tu communautaire. le C'est un engagement garantis, que je ça? prends. Et ça va? C'est pas trop fastidieux parce que ça fait quand Bah, même beaucoup de taf? ça dépend du nombre de questions, mais il y a des fois où c'est beaucoup de taf, il y a des fois ça ne l'est pas. Aujourd'hui, sur Make, qui est ma deuxième formation que j'ai récemment lancée, qui est un outil d'automatisation, c'est plus dur parce que Qui s'appelait Integromat avant, pour ceux exactement, qui qui s'appelait Integromat. n'avaient pas suivi. Ah mais Outil t'as en incroyable. effet hyper bien suivi et en fait si tu veux là c'est des cas très spécifiques et parfois c'est vrai que par question je peux y passer 5-10 minutes mais en fait moi en fait plus tu maîtrises un sujet plus la personne a commencé ta question plus tu sais ce quelle va être la réponse parce que t'as répondu plein de fois Hmm. tu vois et donc c'est pas si compliqué que ça. Très rapidement, je commence à avoir des bons petits raccourcis pour mettre des vidéos spécifiques sur le sujet dès que je connais la réalité du truc. Voilà quoi. Donc non, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut le devenir, mais honnêtement, je le, je le, c'est ce que je veux garder, je pense. Hmm. C'est ce qui donne l'impression, ou en tout cas, d'avoir accès à ma connaissance plutôt que juste à une version enregistrée de moi-même, quoi. Moi, je trouve ça Hmm. plutôt cool. Moi, si tu veux, aujourd'hui, quand je prends des formations, si c'est juste une formation préenregistrée, maintenant, je la prends plus. Je préfère aller payer la personne directement pour qu'elle me coach et à laquelle je Ouais. pourrais poser mes questions. Ok. Parce que je sais que, vu que les gens que je sers aujourd'hui sont beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des gens qui n'ont pas le temps et ils essaient d'être plus productifs, t'as pas le temps, si tu veux, aujourd'hui de regarder. Demain, tu veux monter un podcast, je préfère parler 3 heures avec toi et Mathieu Stéphanie que je paye plutôt que d'aller Hmm. regarder une formation de Hmm. 6 heures. Parce que je sais que Hmm. j'avancerai tellement plus vite et j'aurai Hmm. surtout des insights que personne n'aurait. Pourtant, on a une super masterclass qui s'appelle Entreprendre un podcast et qui Non, mais est, qui est, qui est vraiment après, très cool. Enfin, pour ceux c'est moi, qui tu partent vois. vraiment de zéro, c'est déjà une bonne base. Et puis, il Shubham, y a une question de ouais, finance vas-y. aussi, quoi. C'est que ça coûte beaucoup plus Ah, cher, bien évidemment, sûr. de te faire coacher. Donc, Ah il y a ça bah aussi. complètement. Ouais. Tu t'éclates aujourd'hui? J'ai l'impression que oui. Ouais, je suis vraiment tous les jours, je me dis, je suis vraiment au top du top. Je suis trop trop content de ce que je fais et de ce que j'arrive à faire avec les moyens que j'ai pour faire ce que je fais. Ouais. On a déjà passé un peu plus d'une heure ensemble. De ce que je comprends de toi, c'est que maintenant, tu as besoin d'être créatif, tu as besoin de faire du marketing, tu aimes bien faire du business et tu tiens beaucoup à ta liberté. Là, ton setup actuel, tu coches absolument toutes les cases. Ouais. Ouais, Parce c'est vrai que qu'en ce moment, et en plus, on en parlait avant de démarrer l'enregistrement, mais bon, ce terme digital nomade est un peu ringard maintenant, mais tu m'expliquais, tu es dans une phase un peu où là, tu bouges un peu partout où tu as envie, où le vent te porte avec ta compagne, vous louez des Airbnb un peu partout en France, en Europe aussi, et donc tu as justement cet aspect liberté qui est ultra compatible avec ton activité. ouais, et c'est un des trucs, en effet, en travaillant beaucoup plus sur moi-même, en ayant le temps, etc. Je pense que la liberté est en effet une des valeurs hyper importantes pour moi. Et là, le fait de se dire que t'as aucunement besoin d'être constamment à Paris, même si moi j'adore Paris, c'est la vie de mon cœur, c'est là où j'ai grandi, etc.
Mais tu peux y aller assez souvent et surtout, tu profites du reste de la France, tu profites du reste de l'Europe. Et donc là, ouais, on était en train de faire du ski pendant un mois. Là, on est en pleine nature et puis après on va au Portugal. C'est cool, quoi. Je pense que Mm. et puis il y a de plus en plus de gens qui se baladent, donc ça permet de faire des Ouais. rencontres incroyables. C'est plus comme, en fait, je pense que la distance sont tellement réduites que, enfin, prendre un train pour aller à Paris, t'as vraiment l'impression que tu prends le métro, quoi. Ah T'es ouais, pas loin. complètement. Complètement. Et alors on n'a pas parlé de TikTok parce qu'aujourd'hui tu es présent sur YouTube. Tu as un peu moins de 60 000 abonnés, enfin presque 60 000 abonnés, 57 500. J'ai relevé les compteurs hier. Pas mal de gens te suivent aussi sur LinkedIn aussi, forcément au regard de tes sujets de growth, très entrepreneuriat, très marketing aussi. Mais j'étais étonné de pas te voir sur TikTok, Shubham. Comment ça se fait? Ouais, bah écoute, c'est intéressant le fait que tu sois étonné. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu un parti pris très tôt, c'est concentre-toi sur un canal, arrête de t'éparpiller partout parce que sinon, bah, c'est autant d'énergie que tu ne mets pas sur un canal. Je pense que YouTube, je dis pas que j'ai fait le tour, loin de là. Je pense que j'ai beaucoup de progression à faire, mais je me dis là en fait, ce que je vois, c'est Instagram, donc les Reels, etc., TikTok. Euh, et surtout les YouTube Shorts sur lesquels j'ai envie de commencer à bosser. C'est une opportunité, surtout les YouTube Shorts, d'aller poster sur les Reels et les TikTok. Alors c'est assez marrant parce qu'on a commencé cette expérience-là. C'est une expérience qui va faire 2 mois. On va faire 60 Shorts et TikTok et Reels, un par jour Mhm. du coup pendant 2 mois, pour voir comment ça marche. Tu postes la On se même disait chose du coup bon, sur les trois comment, plateformes? ouais, ça va être la même chose mais séquencé différemment pour pas qu'il y ait la D'accord. même chose tous les jours. Mhm. Et en fait, on se disait bon, est-ce qu'on fait TikTok ou pas? Je pense que mon public, mon audience n'est pas du tout là-bas. Je m'en fous un petit peu d'avoir juste des gens qui me suivent. En vrai, je veux surtout des gens qualifiés. Et là, c'est vrai que on a posté 2 TikTok. J'étais à 150 abonnés, je suis déjà à 3000 en 2 jours. J'ai soit 80 000 vues sur une vidéo et 24 000 sur une autre. Et ça, c'est quand j'ai regardé juste avant. On a posté juste 2 vidéos. Donc c'est assez fou. C'est quoi tes vidéos? Bah là, il y C'était en quoi les avait une, sujets? je vous donne 7 outils que je trouve incroyables en 2022. Voilà, donc ça commence par Notion, Swipepages, Zapier et compagnie. Et l'autre, c'est n'éteignez pas votre Mac tout le temps parce que quand vous l'éteignez, bah, en fait, quand vous le mettez en veille, il fait des travaux derrière de maintenance, etc. Et le troisième, je sais pas lequel c'est, mais en fait, j'ai tourné plein de TikTok et plein de Reels, etc. d'un coup, et maintenant ils sont postés petit à petit Non mais de Shubham, je pense que bah, tu vas cartonner sur TikTok. C'est inévitable. Enfin, tu fais un contenu que les gens attendent, qui est super utile, avec une approche pratico-pratique et astuce. Tu coches les 3 cases de tous les créateurs qui cartonnent. Alors, je mets de côté tout ce qui est TikTok entertainment, humour, etc. Mais les comptes qui vraiment cartonnent le plus sur TikTok, c'est ceux qui apportent énormément de valeur. Et c'est déjà ton cas sur YouTube. Je sais pas, on se reparlera si tu veux dans quelques Ouais. mois, mais tu vas passer le million d'abonnés très facilement. Moi, je Mais suis tu vois, prêt à je mettre me un pose petit la billet là-dessus. question. Ouais, ouais, je pense que je sais pas, je sais pas trop comment ça va aller. Enfin, en tout cas, c'est l'algo qui va décider, c'est pas nous, et la qualité de contenu. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi. En fait, c'est ok, t'as de la visibilité avec des gens où en fait, c'est pas forcément des gens qui sont intéressés par ce que tu dis, Ah, enfin je qui pense que si, sont moi. Mais tu en sais, fait, qui sont intéressés par ce que tu dis, mais qui vont pas derrière être des gens qui vont, je pense, qu'ils vont plus venir diluer ton persona aujourd'hui, plus que de le renforcer. En fait, j'ai plus peur de ça, en fait. ok, pourquoi par rapport à l'image que tu peux avoir de TikTok ou des utilisateurs de TikTok? En fait, tu vois, aujourd'hui sur YouTube, j'ai 3-4 personnages. J'ai l'entrepreneur qui a besoin d'automatiser des choses, qui est débordé. J'ai l'employé qui a besoin de briller dans sa boîte. J'ai Hmm. l'étudiant qui veut être un peu plus balèze là-dessus. J'ai bref 2-3 personnages comme ça. Euh, mais si tu veux, aujourd'hui, si demain, admettons, TikTok marche bien et que j'ai du flux sur ma chaîne de nouveaux abonnés ou directement sur TikTok, je me dis, mais ça va, le contenu que je vais devoir créer pour pouvoir continuer à entertain ces gens-là,
Mmh. va devoir être du coup plus large et moins niché. Parce que Ben, si je sais pas. c'est ce que je me dis, tu vois, mais je pense que c'est une croyance limitante de ma part. Mais Et tu vois, sur le persona de TikTok, déjà, bon, moi, j'avoue, j'y passe beaucoup trop de temps, alors que je suis, tu vois, je suis entrepreneur, hein, j'ai pas 18 ans, en train de, ni étudiant. J'ai mangé avec Thierry Vignal, le CEO, co-CEO de Mastéos. Tu vois, je sais pas si tu ok, vois Mastéos, ouais, je vois très bien. une très belle start-up dans l'immobilier française. Et il passe ses journées aussi sur TikTok et on a déliré ensemble là-dessus. On s'est partagé nos comptes favoris et tout. Donc tout ça pour dire que TikTok est vraiment en train d'arriver sur les smartphones de la majorité des Français et pas que des jeunes et des millennials quoi. Et on trouve vraiment des créateurs de contenu super intéressants qui délivrent vraiment beaucoup de valeur. Voilà. Ouais, Petite c'est séance ce de que. coaching que je te fais là dans cet épisode. Après t'en Non, fais ce non, que non, tu veux. mais je pense Mais que j'ai une t'as idée. tout, ouais. Et tu vois Moi, j'ai Caroline une vision très bornée. Caro Jurado des Cryptos de Caro, aujourd'hui TikTok c'est son principal canal d'acquisition email pour sa newsletter. C'est un peu, c'est en discutant avec elle un peu que ça m'a un peu motivé d'y aller aussi. Tu vois, en fait, je pense que j'ai une vision de TikTok. En fait, moi, si tu veux, j'ai commencé à utiliser Musical.ly quand Gary Vee en parlait il y a genre 2 ans, Ah ouais. tu vois. Et donc, à l'époque, c'était vraiment le truc Ouais, pour ça a faire bien de l'argent, changé quoi. depuis. Mm. Ça a bien changé. Et hier, j'y ai passé un peu de temps et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu intelligent et pas juste que ce que je pensais. Moi, j'avais ouvert TikTok pendant le confinement et c'était n'importe quoi. Ah ouais, c'était Et, du gros nawak. et du coup, je me disais, putain, je passe beaucoup trop de temps, c'est bon, je désinstalle cette app. Et si tu veux, pour moi, qui fais hyper attention à mon temps et qui est un fou de la productivité, etc., me faire avoir dans un vortex de scroll, c'est un peu contre moi. Tu vois, genre, je Ouais, suis mais pas tu vois, dedans. toi, en tant que créateur de contenu, tu vois, le ratio temps passé à faire un TikTok Clairement. reach généré, il est ouf, tu vois, par rapport à d'autres plateformes. Donc, Ouais, en fait, je trouve que c'est c'est ça qui m'a plutôt aligné convaincu, avec quoi. tes valeurs, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, on en discutait avec un autre créateur qui s'appelle Elliot Meunier, qui est assez, qui parle beaucoup de ces sujets-là, de productivité, etc. Il me disait, ouais, je vais pas sur TikTok ou je quitte TikTok parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Et moi, j'étais en mode, mais bah non, parce qu'en fait, quelque part, ok, quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur TikTok, si tu veux lui montrer qu'il faut passer moins de temps sur TikTok, ça veut pas dire que tu vas pas sur TikTok. Tu vois, faut aller là où les gens sont, ils sont là-bas, donc tu y vas. Et Exactement. puis surtout, Ouais. comme tu dis, ratio temps de création vs ROI, je pense que c'est surtout ça. Et là, je l'ai vu avec 2 vidéos, quoi. Donc je pense que Mm. voilà, j'ai pris ma claque hier quand j'ai vu la vidéo qui en 2 heures est passée de 0 à 20 000. Et là, j'étais en mode, ok, en fait, d'accord, j'ai Ouais. compris. C'est ouf. Tu nous donnes ton pseudo TikTok, même si je le mettrai dans la description de l'épisode. Alors c'est Shubham no code. Alors Shubham, ça ne s'écrit pas du tout comme ça s'entend du coup. C'est S-H-U-B-H-A-M, Yes. N-O-C-O-D-E, no code. Shubham no code. Je le mettrai en lien. Bon, très cool. Il y a juste un dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, et c'est un levier de revenus que les créateurs de contenu ont tendance à négliger, je trouve. C'est l'affiliation. Euh, Toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu travailles bien parce que je vois souvent dans tes vidéos, tu as une liste avec tous les outils que tu utilises, avec parfois des offres. Voilà, donc j'imagine que tu utilises beaucoup de liens traqués pour que je sais pas, j'ai vu un lien vers Conto, par exemple. Je sais pas si Conto a un programme d'affiliation, mais je pense que oui. J'ai pas analysé plus que ça l'URL, mais voilà, c'est pour rappeler hein, aux gens qui nous écoutent l'affiliation, c'est si vous générez une vente, je sais pas, chez Amazon par exemple, vous récupérez un pourcentage du panier d'achat de la personne en commission. Et donc, on se parle de commissions qui vont de 3, 4, 5, parfois 10%, ça dépend des produits, mais ça peut représenter des revenus assez importants quand on a une grosse audience. Voilà. Et donc, il y a évidemment des dérives avec les codes promo et tout ce qu'on voit sur Instagram, et notamment avec tous ces influenceurs à Dubaï avec des produits de dropshipping. Donc, je suis pas du tout en train de faire l'apologie de ça. Mais juste dans ton univers Shubham, qui est celui du B2B, l'affiliation c'est quelque chose d'assez significatif et qui se fait. Et encore une fois, comme ce sont parfois des produits en SaaS qui peuvent coûter 5, 600, 1000, 2000 euros par an,
Voilà, vous faites quand même 3-4% de ces montants-là. À la fin de l'année, ça peut être très intéressant. Voilà, ma question est super longue. C'est même pas une question. Non, Mais si quand tu même un veux, peu. Shubham, ouais, ça donc me fait l'affiliation, comment tu le travailles? ça me fait un bon coup de pied aux fesses parce que si tu veux, je pense que je ne travaille pas assez bien. Je pense que j'ai un manque à gagner assez énorme là-dessus. Je propose beaucoup d'outils, mais mes descriptions sont pas forcément très optimisées pour ça. Alors en effet, j'ai fait une vidéo sur les outils et j'ai pris le temps de faire ces liens d'affil. Mmh. Mmh. Mais honnêtement, en fait, si tu veux, la réflexion que je me suis faite, euh, c'est ok. Là aujourd'hui, ça me prend du temps pour aller sur chaque truc, faire un lien, etc. Faut que je mette le système en place. Je l'ai pas encore mis, si tu veux. Mmh. Donc il faudrait que de manière consistante, je mette une base de données d'outils avec tous mes liens d'affiliation. Je l'ai pas encore faite. Et du coup, ce qui fait que j'ai un manque à gagner énorme, que je propose des outils sans forcément lien d'affiliation. J'en ai fait quelques-uns où, en fait, quand j'ai fait une vidéo spécifique dessus, j'ai mis des liens. Mais si tu veux, aujourd'hui, et on en parlait un petit peu, j'ai de plus en plus de deals de sponsoring qui viennent de gens qui veulent venir sponsoriser la chaîne. Moi, j'ai une vision assez, c'est vrai qu'on n'a pas discuté, mais assez pareil, spécifique là-dessus. Pour moi, j'ai envie de travailler, si tu veux, avec 5-6 marques. J'ai mes North Star Brands et j'ai pas envie de travailler avec les autres. Moi, j'ai un filtre je travaille uniquement avec les marques que j'utilise, les outils que j'utilise et pas les autres. Parfait, Et donc, complètement raison. ça fait un filtre énorme et en fait, ça fait assez parfois mal au cœur parce qu'il y a des chèques quand même qui sont assez monstrueux, surtout dans la fintech, dans le SaaS, etc., où des coûts d'acquisition sont quand même assez hauts. Mais voilà, du coup, il y a ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je préfère mettre de l'énergie sur, tu vois, le temps que je vais passer à aller choper le point d'affiliation pour gagner, 50 euros sur, tu vois, un outil. Je me demande si ça vaut vraiment le coup tu vois, pour le moindre outil que j'utilise, d'aller sur la plateforme d'affiliation, affilier, je sais pas quoi, créer le lien, traquer ce lien, faire le truc. Le lien, c'est toujours le même, de toute façon. Ton lien affilié, c'est toujours le même. Et donc, toi, tu es un boss, encore une fois, de l'automatisation. Il suffirait que tu génères de manière automatique un paragraphe avec tous tes liens traqués que tu insères systématiquement dans toutes tes vidéos YouTube. Franchement, ça te prend 10 minutes et c'est des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Hein. Donc et je pense que c'est là où je me dis que ça me met un coup de pied aux fesses. Donc, faut vraiment que je me mette ce projet un peu en haut. Important aussi pour les auditeurs, pour vous, enfin pour le client final, ça ne change rien. Il paiera quoi qu'il arrive le même prix. Là, on se parle juste d'une rétribution à la personne, un peu au titre d'un apport d'affaires. Et j'aime beaucoup ce que tu disais par rapport à tes North Star de marque. Nous, c'est totalement la manière dont on travaille chez Orso Media. D'ailleurs, Shubham, va falloir que tu y penses sérieusement à nous rejoindre. Mais pareil, nous on travaille vraiment comme ça. Nos podcasteurs font des OP de sponsoring uniquement avec les boîtes qu'ils utilisent au quotidien, qui sont complètement validées, que ce soit en termes de produits, de valeur, d'approche, etc. Donc, c'est vraiment cette vision à long terme qui doit prévaloir chez tout le monde. C'est hyper important. Ouais, la relation avec l'audience, c'est un truc qui se build pas en 2 jours, par contre qui se casse en 2 jours si tu fais de la merde à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le truc. Mais par contre, je l'ai ajouté direct là, donc il faut que je me fasse une petite automatisation automatiquement pour mettre mes liens parce que ça va pas du tout là. Je pense qu'il y a un manque à gagner énorme. Bah oui. Et tes revenus de sponsoring, ça représente quelle part de tes revenus au global, au sponsoring YouTube par rapport à ton activité sur la formation, etc. Ouais, sponsoring, en fait, je fais un peu du multicanal. Ce que je propose, c'est newsletter, YouTube et parfois LinkedIn d'apparition. Et aujourd'hui, ça représente… En fait, si tu veux, la formation a pris beaucoup de place. Je pense que ça doit représenter 10-15% des revenus. Donc, c'est pas énorme. Et je suis assez content que ça ne le soit pas pour pas être dépendant de ça parce que le jour où tu as moins de sponsors, bah, tu es moins bien. Et moi, je préfère vendre directement à mes clients, donc à mes auditeurs, plutôt que ça soit quelqu'un d'autre qui vende, parce que je considère toujours qu'il y a une capacité d'achat par personne, et que certes, c'est pas la même chose, mais pourquoi faire de la pub quand on n'a pas forcément besoin? Ok, très clair. Bah super, merci beaucoup Shubham, c'était très cool de passer cette heure et demie avec toi. Ouais, merci à toi, c'était hyper passionnant.
Ouais, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi, auditeurs, avez appris plein de choses, pardon. Je vais mettre tous les liens vers ta chaîne YouTube, ton compte TikTok, ton site, tes formations dans la description de cet épisode. Si vous voulez aller jeter un œil et devenir des boss de Notion ou de Make.com. Make.com, super outil, hein. D'ailleurs, incroyable. Ouais, canon. Tu peux automatiser Ouais, un ouais. milliard de trucs. C'est trop bien. Bon, j'espère Ouais, que t'as passé un bon moment aussi, Choubam. ouais, J'entends les petits merci, oiseaux merci à derrière toi. toi. C'est trop chouette. Comment? J'entends les petits oiseaux chanter derrière toi. Ouais, 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 bah, c'est la magie de la nature. Pourtant, j'ai fermé Ouais. la porte, je voulais pas trop que ça s'entende. Bah, Mais ouais, c'est très bien, hein. C'est mieux que le bruit des bagnoles, hein. ouais, c'est clair. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, donc je suis vraiment content qu'on ait pu en parler. Et puis, moi, j'avais commencé à écouter le podcast avec Léo Duff que je trouve déjà superbe, alors que je l'ai pas Mm. encore fini. Je pense écouter le prochain avec Caroline Girado. Là, je pense que vous avez parlé de trucs intéressants aussi, et je pense que franchement, enfin, j'ai vu le nom du podcast, je me suis dit putain, c'est bon. Je vais écouter tous les épisodes, et la créateur économie, c'est vraiment un truc qui moi me passionne. J'ai l'impression que c'est la manière d'éduquer de demain, la manière Mm. d'informer de demain. Moi, je sais que moi, je fais plus confiance à des gens qu'à des marques. Enfin, je trouve ça génial tout ce qui est en train de se passer. Donc, je suis Mm. vraiment content qu'il y ait un podcast français qui parle de ça. Bon, ouais, très cool. Merci beaucoup, Choubam. Très sympa. Avec plaisir. Salut, salut. Ouais, j'ai l'impression qu'on va se reparler très vite quand même, hein. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Salut à tous.